Là où ça bloquait, c'est lorsque je recevais pas cet amour, j'étais du coup vindicatif, frustré, désagréable, parfois même violent verbalement. Ce que tu veux dire, c'est qu'il y avait une intention derrière la gentillesse. Caché, hein. Une intention cachée. Parfois caché, parfois assumé, mais plutôt caché. J'arrête pas de rebondir sur cette image de chacun son sac de nœuds. Oui. Et ça, c'est un sac de nœuds qu'on est beaucoup à avoir. Ok. Je suis ici avec Monsieur Franck Salut Mourad. et Monsieur Pierre. Salut Mourad, Comment ça va? ça va et toi? Super. Aujourd'hui, on a décidé de parler d'être un homme sensible, point d'interrogation. La raison pour laquelle j'ai décidé de vous inviter, vous deux, c'est d'abord parce qu'on est amis, mais pas que. Aussi parce que c'est des problématiques sur lesquelles on a beaucoup échangé. Qu'est-ce que c'est que d'être un homme? Qu'est-ce que c'est que d'être un homme sensible? Qu'est-ce que c'est que d'être sensible? Qu'est-ce que c'est d'être une personne bien ou une personne gentille? Et c'est de tout ça dont j'aimerais parler aujourd'hui. Yes. Ça va être long, on va transpirer. Il fait 35 degrés actuellement. Donc, Plus les lumières. plus les lumières, plus le matos. Mais c'est parti. Je vais commencer par partager une réalisation que j'ai eue récemment. En parlant de sensibilité. J'ai toujours considéré que j'étais trop sensible. J'ai toujours considéré que j'étais trop sensible. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu. T'es trop sensible, tu prends trop les choses à cœur. J'ai toujours eu du mal avec cette partie-là de ma personnalité. Et aujourd'hui, en fait, je trouve que c'est un des trucs les plus cool. Bah pour moi, la sensibilité ou l'hypersensibilité, c'est à la fois une force et une faiblesse. Pour moi, dans mon expérience, tu as plus de tout. Plus de ressenti, plus d'émotions, plus de pensées. Par exemple, si je vais dans un bar et il y a un peu de bruit autour et je commence à travailler, bah, j'entends tout. Je perçois tout. Enfin, plus. Et en fait, c'est pas facile à vivre au quotidien. Je trouve que mais ça peut aussi te donner une force. Ça peut être un super atout parce que tu captes plus de choses, parce que tu as plus d'idées, tu as t'as une nuance, une subtilité. Enfin, moi, je trouve que tu as un esprit critique, un esprit nuancé et tu vois les choses de manière peut-être plus profonde, plus juste ou plus fine. Et en plus de ça, ça apporte beaucoup de qualité au niveau artistique, au niveau relationnel, quand il s'agit de parler avec les gens, au sujet aussi de comprendre les femmes, mais aussi les hommes. Et quand c'est bien amené, c'est génial, mais c'est difficile parce qu'on est dans un monde qui n'est pas forcément adapté pour cela. Et je vais te donner une métaphore qui, moi, m'a beaucoup parlé. C'est quand tu es quelqu'un, moi en tout cas ça me parle, c'est quand tu es quelqu'un de rond, en fait, la difficulté dans le monde, c'est d'être arrivé à t'adapter au monde et d'être structuré, d'être carré dans un monde un peu plus carré. Et en vrai, un rond ne peut pas pleinement s'épanouir s'il n'arrive pas à se carréifier, à se structurer, à se donner un cadre pour ne pas être submergé par toutes ces idées et pour pouvoir agir dans le monde. Voilà. Yeah. Pour moi, je suis obligé de retourner un peu dans l'étymologie, ou en tout cas mes compréhensions de ce mot. Et pour moi, sensible, c'est incroyablement lié au sens, à tous les sens qu'on a. Je pense que pendant assez longtemps, j'ai eu comme plein de gens, je crois, et comme souvent moi, j'ai eu un gros nœud de plein de notions que je mélangeais, qui étaient confuses, de sensible à hypersensible, à empathe, à hyper-empathe, à comment être en lien avec l'autre, est-ce qu'on doit renier notre nature. Et il y a des nœuds, je trouve, régulièrement, nous, des petites corbeilles où on a mis plein de choses, et puis il faut un jour aller voir dedans, quoi. Et en allant voir dedans, j'ai appris et essayé de comprendre comment ça marchait chez l'autre ou en moi, de décortiquer. Et pour le mot sensible lui-même, je suis hyper content que mon
corps, cœur ou ma tête puisse me donner accès à ça, parce que c'est une lecture et c'est des informations données par mes sens. Et pour moi, le monde de la brutalité, le monde de la violence gratuite, le monde de plein de choses qui m'activent, qui m'énervent, qui font que je fais ce que je fais dans la vie, c'est lié au monde insensible. À partir du moment où on est moins ébahi par la beauté du monde, on est moins sensible au chaud, au froid, à tout ça, nos sens sont amoindris, on est moins un être humain, je peux pas m'empêcher de penser à ça, et on détruit, parce qu'on a moins de capacité à sentir que ça fait du mal. Et peut-être que quelqu'un qui a une capacité extrême pourrait entendre une plante qui hurle parce qu'elle a soif. On n'arrive pas à ces capacités, mais il y a quand même une jauge pour ne pas entendre un enfant qui hurle devant nous, parce qu'il a faim, qu'il n'a pas d'habitat ou différentes raisons. Donc pour moi, c'est une grande qualité à entretenir. On l'assigne très ou trop facilement aux femmes, aux personnes de sexe féminin, parce que c'est un principe, je crois, féminin. Mais comme plusieurs gens sont d'accord avec ça, d'autres pas, on a du masculin et du féminin à l'intérieur de nous. L'espace sensible, on a tous à s'en occuper, préoccuper, à le développer, à le stimuler, à aider l'autre à émerger. Je pense qu'elle est multifacette en plus. Elle a plein de degrés. Et ça me parle. C'est pour moi aller dans la direction opposée de la brutalité, de l'insensibilité et de certaines violences. Mmh. Ça me parle beaucoup ce que vous dites pour plusieurs raisons. Pierre, tu as parlé d'être rond, mais de quand même avoir un cadre. Et Franck, tu le dis encore avec d'autres mots, tu parles de principe féminin et de principe masculin. En tant qu'homme sensible, est-ce que je peux me connecter à quelque chose de moins sensible ? Est-ce que je peux me connecter justement à cette forme de brutalité qui existe aussi chez moi ? Est-ce qu'elle peut être utilisée d'une manière productive et même génératrice pour le monde, pour les autres ? Et là, je sais que je nous emmène sur un terrain très dangereux. On commence à transpirer. J'espère que vous entendez ça. C'est tellement individuel en plus, que c'est juste oui, pour très Justine, personnel. pour Jean-Claude et pour Marcel, ça va être vraiment, vraiment différent. J'essaie de reprendre aussi les notions que... Moi, je peux rebondir juste sur l'idée que, effectivement, moi, je me suis senti mieux dans ma vie et plus heureux lorsque j'acceptais qu'il y avait, dans le monde, il y avait de la violence. Et alors qu'avant, par exemple, typiquement, je regardais des documentaires, j'étais un peu dans mon monde, regardais beaucoup surfer sur Internet, même avant aussi beaucoup je fumais des joints, enfin j'étais très dans ma petite bulle à moi à me protéger et de me faire une distance avec le monde. Enfin j'ai eu, il y a 10 ans, tu vois, j'avais vraiment une phase comme ça. Et en fait, ça fait deux ans que je me suis inscrit à la boxe, le même club de boxe, toi et moi. Et effectivement, juste d'accepter qu'on a tous une part de violence en nous. Parce que finalement, ne pas la voir, ne pas la reconnaître, c'est pas forcément sain. Car elle peut... je vois des gens qui prônent la tolérance, mais qui sont super intolérants dès qu'on n'est pas d'accord avec eux. Par exemple, ou qui prônent la non-violence, mais dans leur façon de prôner la non-violence, ils te limitent et ils te disent il faut que tu fasses comme ça, comme ça, comme ça, et ils sont très violents dans un sens contrôlant. Pas forcément violent physiquement, mais violent autrement. Et la violence, c'est pas juste le physique, mais c'est aussi les mots, l'attitude. Et effectivement, quand j'ai accepté que la violence faisait partie du jeu, comme les animaux, et comme le monde, mais pas que, c'est pas que la violence, le monde, heureusement. Il y a aussi la vie, il y a plein de choses autour. Eh bien, ça m'a décomplexé et ça m'a permis aussi de mieux être dans le corps, dans le monde. Et de fait de faire de la boxe, de prendre des coups et d'en donner, ça m'a
ça m'a débloqué quelque chose. Et de pouvoir m'affirmer. Parce que tu disais, être juste, je pense que, comme tu dis, c'est pas juste dans l'absolu, c'est juste par rapport à moi. Qu'est-ce qui est juste pour moi? Qu'est-ce qui me paraît juste? Quelles sont mes valeurs? Quels sont mes choix? Et de pouvoir trancher à des moments, dire non, ça, c'est pas moi. Oui, ça, je veux. Et paradoxalement, le fait de, tu sais, de faire le sparring où tu prends des coups, tu reçois des coups, moi, ça m'a aidé à m'affirmer et dire non dans les mots. Et c'est marrant, mais parce que t'es plus du tout en collaboration dans la boxe. T'es dans une forme de collaboration, mais tu veux dégommer l'autre et pas être dégommé. Donc, tu travailles je sais pas, et ça m'a aidé à pouvoir m'affirmer dans la vie. Ouais, pour moi, c'est... alors, déjà, pour revenir un petit peu en arrière, pourquoi j'ai commencé la boxe? Je me suis toujours intéressé à ça. Mais particulièrement, j'avais fait un passage chez Monsieur Franck Lobvet. Alors, ceux qui ne connaissent pas, je vais vous dire que Franck Lobvet est une sorte de thérapeute. Mais c'est pas exactement correct, c'est pas la meilleure manière de le définir. On pourrait dire que c'est un clairvoyant, c'est-à-dire que il ressent les choses. Et un des premiers trucs qu'il m'a dit, c'était Mourad, t'es vachement baraque quand même. Et je lui avais répondu, ouais, ok. Ok, je sais pas où tu veux en venir, mais ok. Il m'a ensuite dit, t'as pas envie de te battre des fois? Et je lui avais dit non. Je lui avais dit, tu sais, je suis quelqu'un qui aime pas le conflit. Je suis pas trop dans la confrontation. Et là, tout de suite, il m'arrête et il me répond, non, mais en fait, arrête de mentir. Je le sens chez toi, cette volonté de gagner, le compétiteur, celui qui veut dominer. C'est quand tu remontes sur le ring. Et le fait d'accepter ce truc-là chez moi, qui était vraiment présent, mais vraiment dans mon angle mort en l'occurrence, vraiment dans mon ombre, le fait de l'explorer d'une manière positive, c'est-à-dire d'une manière qui n'est ni dans le déni, d'une part, et ni dans quelque chose de destructeur, donc c'était simplement faire de la boxe, mettre des gants, me faire frapper et assumer ce côté chez moi qui veut gagner, qui veut chercher à montrer que je suis le plus fort, etc., ce qui n'est pas toujours le cas d'ailleurs, loin de là. Mais ce truc-là, ça a libéré une énergie chez moi qui, comme tu le disais, tu vois, me permet d'avancer avec plus de confiance, plus de certitude, m'a permis d'apprendre à m'affirmer, à dire oui, à dire non, à décevoir parfois, à me défendre. Et c'est un beau chemin. Mais c'est un chemin difficile. De dire qu'il y a ça chez moi, quelque part. Ce à quoi ça me fait penser, je vais vous proposer une image, une métaphore. Pour votre action, est-ce que ça vous sonne juste, décalé, comment vous affinerez cette image? Un tigre dans son quotidien qui va chasser, manger, s'accoupler, dormir, faire ses besoins et quelques autres activités. À certains moments, vu d'un œil humain, ou on va dire plutôt d'un esprit humain, on va dire mais quelle sauvagerie, c'est brutal, et oh c'est trop mignon, il fait un câlin ou il lâche son partenaire. En vrai, lui, je pense qu'il est juste, il y a ce qu'il y a. Il est dans son animalité. À un moment donné, il a un besoin, il voit s'il peut le satisfaire, il est frustré ou il est satisfait, et ça correspond à peu près à tous ses besoins. Et des fois, il se bat pour obtenir, et des fois, il abandonne parce que trop d'énergie. On a besoin de vivre ça en tant qu'être humain. On a cette théorie auquel moi je crois beaucoup des 3 cerveaux. On a aussi 3 grands moteurs au niveau de plein de chakras. Et là, on parle de l'animalité. Mais quand tu me lis besoin de puissance, ou la boxe et l'animalité, ou le sexe, quand j'entends parler de la puissance, je peux pas être d'accord. Dans le sens où l'animalité, c'est complètement la douceur de se coller contre quelqu'un et de s'y frotter. C'est l'animalité, c'est pas cérébral, c'est même pas au niveau du cœur. Le corps a besoin d'un contact synesthésique, comme des fois il a besoin de prendre quelqu'un ou quelque chose, ou d'être pris, homme ou femme, peu importe. Et tout ça, c'est l'animalité. Il y a de la douceur et de la violence, et c'est naturel. La grande difficulté, je crois qu'on a, c'est qu'on a d'autres territoires après l'animalité, notre mammifère et notre territoire du cœur et émotionnel. Comment on fait quand on est aussi des mammifères pour frapper un individu qu'on reconnaît comme la même espèce et qui nous a même pas posé de problème? Des fois, tu t'entraînes et tu te dis, vas-y, c'est parti, c'est une compète, il faut que je gagne.
Donc tu coupes là de qu'est-ce qui est éthique, tu coupes là de qu'est-ce qui est ok au niveau mammifère, et t'es dans l'animalité. Ça fait 2 moteurs qu'on coupe. Si on imagine de cet endroit on a 3 moteurs, le corps, sexe, le cœur et l'esprit, ou la tête ou le cerveau. 2 moteurs qu'on éteint, pour moi c'est quelqu'un qui se met en grand danger pour être avec lui-même déjà, si on se coupe n'importe lesquels, dans n'importe quel ordre, et encore plus dans la relation. On met l'autre en danger, on se met soi en danger. Tout le monde peut devenir prédateur à n'importe quel moment, soi-même, l'autre. Donc voilà, j'interroge ça. L'animalité, pour moi, ça n'est pas lié avec la puissance ou l'expression d'une violence qui est à l'intérieur. C'est juste un autre niveau où on désactive le cœur et la tête. Tu voulais dire quelque chose, Pierre? J'ai envie de dire un truc, pour moi, quand je fais de la boxe, je coupe pas tout. Et des fois, je coupe, des fois... Enfin, c'est juste, c'est comme quand tu fais du sport, t'es dans ton corps, t'es dans l'instant, et tu peux utiliser ta sensibilité pour capter ce qui va arriver, les coups qui vont arriver, le mouvement, les sons. Après, et ça n'empêche pas qu'après l'entraînement, ou même après le round, bah, on a un échange, même quand on se tape, et à un moment donné, je tape un peu fort, je me demande est-ce que ça va. On peut aussi être dans l'échange, dans l'humain, c'est pas du tout juste... c'est pas juste... C'est le noble art, on dit c'est la boxe, c'est le noble art, c'est pour une raison aussi. C'est pas juste la fight sans règles ou sans cadre. Après, ensuite, sur l'animalité, je sais pas, moi j'ai du mal à... Je suis d'accord que les animaux peuvent être doux et violents, en fait, t'as les deux. Je n'oppose pas l'animalité comme étant seulement la violence. Et non, les animaux peuvent être très doux entre eux. Une mère qui allait ses enfants, il y a beaucoup d'entraide chez les animaux aussi. Hein. C'est juste pourquoi moi j'estime que c'est important d'en parler, parce qu'on est quand même dans un monde qui prône beaucoup le côté intelligent des êtres humains, la bienveillance, et c'est bien. Et on a parfois tendance à oublier une part de nous qui est pour moi animale. Et c'est peut-être pour ça que tu voulais dire animalité. Mais en vrai, l'animalité n'est pas juste violent. Oui, de la même manière que la violence n'est pas juste physique, on est complètement d'accord sur ça. Et on est dans une société où la violence émotionnelle est bien présente. Non, mais j'ai amené ce sujet tout simplement parce que pour moi, en tout cas cette expérience, c'était me reconnecter à mon animalité. Si je reprends ton exemple du tigre, tu vois, l'idée c'est de dire, tu prends un tigre, tu prends je sais pas quels animaux vous paraissent particulièrement majestueux et puissants, un aigle peut-être, un éléphant pour certains. Vous prenez tous ces animaux et de vous dire, ok, à un moment, je fais partie de ça. Moi aussi, j'ai ce côté, je fais partie de la nature. C'est-à-dire cette part qui peut être douce, cette part qui peut être violente parfois. Et je suis les deux. Me connecter à ça, pour moi, ça a été libérateur. Mais je suis vraiment, là, dans mon expérience personnelle. Tout ça nous amène à une autre question qui est intéressante, du coup, parce que ça a été quelque chose qui nous a posé problème à tous les trois, je pense. Quelle est la différence entre être un homme gentil et être un homme bien ? Et pour moi, on est... Ou un homme juste. Une autre façon de dire bien, ce serait un homme juste ou un homme équilibré. Alors, il convient de définir les termes, bien sûr, mais... Un homme intégré, un homme aligné. Ah oui, là, ça m'a posé problème dans ma vie. Hein. Raconte. Aïe. Pour moi, déjà, la vraie générosité, et ça m'a pris du temps à comprendre, c'est lorsque tu donnes sans attendre quelque chose en retour. Sinon, c'est un troc au mieux. Au mieux, c'est un troc assumé. Au pire, c'est une manipulation inconsciente. Et en fait, être un homme gentil, pour moi, et c'est ce qu'ils disent dans ce poème, enfin, c'est pas un poème, c'est un texte. Êtes-vous un homme gentil ou un homme bien ? Je donne la première phrase qui dit « Les hommes gentils sont différents des hommes bien. Un homme gentil dira un beau mensonge pour éviter l'inconfort de dire une vérité déplaisante. Un homme bien dira la vérité même si c'est désagréable, car son intégrité ne le laissera jamais tromper quelqu'un pour son confort. » C'est un exemple de différence. Et pour moi,
Ça a été long, ça a été dur. Maintenant, j'estime que je suis plus vrai, plus authentique. Et en fait, je pense que la clé, quand tu es un homme gentil, tu n'as pas quelque chose en toi, tu t'aimes pas complètement. Tu as besoin de trouver l'amour chez les autres, tu as besoin d'être valorisé par les autres. Et du coup, tu vas mettre en jeu des personnages ou des rôles pour obtenir de l'amour des autres. Tu vas être quelqu'un d'attentionné, par exemple. Moi, j'étais quelqu'un d'attentionné, quelqu'un de doux, de compréhensif, etc. Et en fait, pour recevoir cet amour, mais en vrai, là où ça bloquait, c'est lorsque je recevais pas cet amour, j'étais du coup vindicatif, frustré, désagréable, parfois même violent verbalement. Et alors que lorsque tu es un homme plus juste, tu connais tes valeurs, tu te connais toi, tu sais qui tu es, et en fait, tu ne reproches pas à l'autre ce que toi tu t'offres. Enfin, tu ne reproches pas à l'autre de ne pas t'offrir ce que toi tu sais t'offrir déjà. Mhm. Alors qu'un homme gentil, il s'offre pas de l'amour, il va donner de l'amour aux autres pour que les autres lui en rendent, et quand s'il n'y a pas de retour, il est frustré. Ouais, donc ce que tu veux dire, c'est qu'il y avait une intention derrière la gentillesse, Caché, hein. une intention cachée. Parfois caché, parfois assumé, mais plutôt caché. Je pense que ça fait partie, encore une fois, et j'arrête pas de rebondir sur cette image de chacun son sac de nœuds. Oui. Et ça, c'est un sac de nœuds qu'on est beaucoup à voir. Ouais. Ça pour le coup, c'est bien sûr. Et ça pose beaucoup de problèmes. Parce qu'un homme gentil, pour s'amuser 2 secondes, un gentilhomme, c'est toute l'histoire qui nous précède. On cherchait pas les hommes bien, ni les hommes justes. On observait si le Seigneur était juste ou un enfoiré, simplement. Mais on ne cherchait pas ça. Par contre, on pouvait être hyper attentif. Ah, c'est un homme gentil. Si bien que ça en fait un mot. Ah, ce gentilhomme, c'était carrément de la politesse. Qui n'empêche pas toutes les stratégies personnelles pour faire des coups fourrés dans tous les sens. Si ça paraît être un gentilhomme, le bourgeois gentilhomme, Molière et tout ce qu'il y a avant, c'est ok. Tout est dans le tour de magie. Je pense que ça vient de quelque part de pur. Qu'au départ, il y a vraiment une grande noblesse, justement peut-être de cette animalité à des gens qui sont passés à un territoire plus mammifère, plus dans le lien, plus d'affection. Il y a la gentillesse qui vient avec ça. On peut faire quelque chose de... C'est non pas intéressé, mais c'est quelque chose qu'on fait qui n'est pas que pour nous. Ce n'est pas égoïste. Un acte gentil, j'arrive pas trop à me dire ça n'est pas désintéressé. Parce que j'aime bien l'analyse transactionnelle, parce qu'il y a plein de gens qui ont... Il y a toujours une transaction. Des fois, c'est un sourire. Mais quelqu'un qui fait quelque chose et qui a aucun échange, rien, il y a une dette invisible qui se crée et qui, de l'autre côté, crée de la rage, crée de la brutalité, crée plein de choses. Puis on se rend compte que l'arme absolue des manipulateurs, ça devient j'ai plein de sourires, je suis hyper gentil avec vous, je vous ai donné des carambars, donnez-moi votre voiture. On est sur ce ratio. Et du coup, on se rend compte que maintenant, et c'est très très récent, je crois, c'est peut-être pas ok, la gentillesse. En fait, c'est faux, c'est fake. Il y a un truc qui n'est pas ce que la personne veut vraiment. Donc on a besoin d'ouvrir ces carapaces et ok, je suis pas gentil, je suis juste moi et je peux essayer d'être une personne juste, une personne bien. Et c'est pas facile et pour moi et je finis sur ça parce que pour moi c'est vachement lié à, et comme ça relance, à sympathie, la gentillesse, sympathie, quelqu'un de sympathique et l'empathie. Et peu à peu au fur et à mesure de ma vie, pour moi, j'avais pas de problème avec les mots, mais plus j'avance, plus il y a des mots qui me posent un énorme problème. Et sympathie, je suis devenu un allergique épidermique. Pourquoi ? À la sympathie. Parce qu'il cache la même chose pour moi que gentillesse. Ouais. Quand on est sympathique, ça veut dire qu'on trouve quelqu'un de sympa. La meilleure manière dont je vais le raconter, c'est une petite BD. Je vais vous raconter une petite BD si j'arrive à trouver les mots pour votre imaginaire. Quelqu'un se balade dans la forêt. On va dire que c'est nous on se balade dans la forêt. On tombe
on entend quelqu'un qui... Non, on tombe pas. On entend quelqu'un dans la forêt et on tombe sur quelqu'un qui est dans un trou, en fait, qui est au fond de ce trou qui est coincé. La sympathie serait de dire « Oh, cette personne est tellement touchante, attends, je te rejoins. » Et tu descends une liane, ou tu descends, ou tu sautes, et tu es avec lui en bas. Et tu fais « Oh, mon pauvre, t'étais coincé. » Enfin, on est tous les deux coincés, on se prend dans les bras, et ça, c'est hyper sympa comme attitude. Il n'est plus tout seul. Et c'est super. Et on est deux à pouvoir crier ensemble, on est trop copains. Ouais, aidez-nous, aidez-nous. Ça, c'est la sympathie. Et c'est hautement toxique. On sauve personne, on accompagne l'autre dans l'endroit où il est. Ou plutôt, on fait plus le miroir, quoi. Enfin, même pas miroir, on amplifie ce qu'il ressent. On amplifie, on accumule et on vit la même chose que l'autre en complètement. Alors que, mais pourquoi t'as fait ça en fait? T'étais bien dans la forêt en haut, tu penses plus à toi, tu t'oublies. C'est en ce sens-là que c'est vachement en lien avec la gentillesse de l'autre est prioritaire ou l'autre a mieux. Il y a plein de choses à l'intérieur. L'empathie signifierait de approcher de cette personne qui est en bas, à l'aide, faut que je sorte de là, j'en peux plus, j'ai pas mangé. De ressentir en soi qu'est-ce que ça nous ferait si on était à sa place. Pas de descendre, mais juste de ressentir de quoi j'aurais besoin si j'étais à sa place. J'ai besoin d'une corde ou d'une échelle. Maintenant, je reviens à ma place. Est-ce que j'ai accès à une corde ou une échelle? Oui, il y a une corde. Je tire la corde, elle peut remonter à sa vitesse, comme elle le sent. Et grâce à mon sentiment, à ma connexion, à sa situation, et à revenir à ma situation qui a plus de ressources, ou des ressources différentes, eh ben, moi, je suis hyper content parce que j'ai été utile, et je ne l'ai pas sauvé, je l'ai aidé. Et cette personne s'est sauvée elle-même, parce qu'elle a bien voulu, dur comportement, arrêter de se plaindre et d'appeler à l'aide, et de faire l'intéressant, et monter, et dire... Chouette. Et il n'y a personne de sympa là-dedans. Il n'y a personne de gentil non plus. Mais pas le contraire non plus. Il y a quelque chose de... Moi qui me semble être très juste, très fluide et très joyeux, sans trop. Ouais, pour moi, c'est vraiment... c'est l'intention qu'on y met derrière, en fait. Quand j'étais dans des excès de gentillesse... quelque part, pourquoi est-ce que j'étais dans ces excès de gentillesse? Et là, ça peut concerner autant des hommes que des femmes. Hein. On n'est pas du tout sur un truc qui est le monopole d'un genre. Et je crois qu'il y avait plusieurs choses. Il y avait une partie de moi qui n'aimait pas la confrontation, en tout cas qui avait peur de décevoir, voire de blesser. Donc c'est pour ça que tu fais très bien de faire les nuances, Franck. C'est beaucoup plus compliqué que de dire juste... tu es gentil parce que tu es un manipulateur. Non, c'est plus compliqué que ça. Tu as raison de faire les nuances. Tout à fait d'accord. Donc, il y a quand même plusieurs contrastes. Je pense qu'il y a une couche où, effectivement, la peur de la confrontation, la peur de dire non, la peur de blesser, ça fait partie du truc. Ensuite, un peu plus... si tu remontes un petit peu plus, oui, parfois, il y a cette... en tout cas, quand c'est conscient, quand c'est plus conscient, cette gentillesse ou ce charme... Là, effectivement, on est plus dans un truc moins lumineux. Je veux tirer avantage d'eux, comme tu le disais, le manipulateur, le sociopathe, etc. C'est comment... Et quelque part, si je reviens au premier niveau que je décrivais, c'est-à-dire celui qui a peur de blesser, celui qui a peur de... Il y a une part de lâcheté. C'est-à-dire que là, j'ai peur d'être véritablement moi-même. J'ai peur de déplaire. J'ai peur d'être démasqué. Et en là, il y a quelque chose de... Il y a un travail important. Est-ce que je peux accepter justement le fait que il y a des gens avec qui ça passera jamais. Il y a des gens avec qui pourront pas me saquer et que je pourrais pas saquer aussi, si je suis complètement honnête. Pour moi, c'est aussi ça, ce travail sur la gentillesse, ça a été renoué avec l'honnêteté. Voilà, apprendre à dire la vérité, c'est quelque chose de difficile. C'est très difficile, très délicat. Il y a quelque chose qui s'appelle l'honnêteté radicale. Ça fait un peu bizarre comme formulation, mais je crois que c'est une traduction directe de l'anglais.
Et en fait, qui est quelque chose qui arrive de plus en plus dans certains cercles de développement personnel, qui arrive dans des assos, qui finira, je l'espère, par arriver dans les familles et dans les entreprises, ce qui est les deux espaces les plus compliqués, les plus de bataille, les plus statiques. Et en fait, ça permet des choses extraordinaires, parce que ça permet de créer une nuance. Très souvent, je crois, encore plus dans les rapports familiers, on essaie très très vite, beaucoup trop vite de juger. Ah merci, ah quoi, tu veux la guerre? Il n'y a pas beaucoup de choses à part le fouet ou le gâteau. Alors que je pense qu'il y a tout un tas de nuances. Mais on est tellement à l'affût de « Ah, il m'a dit quelque chose de gentil, même. Oh, il m'a dit quelque chose de méchant, il veut qu'on se tape. » On va très 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 trop vite, en fait, là-dedans. L'honnêteté radicale, je crois qu'elle présente une voie au milieu. Je ne sais pas si elle est juste. Mais en tout cas, elle ramène une autre nuance. Je vais te dire ce que je pense, en essayant de détacher mon jugement et mes émotions. Mais ça permet de dire ok, en fait, quand tu parles trop, bah, il se passe ça en moi. C'est juste, c'est vraiment ce qui se passe. Et il n'y a pas d'agression. Et il y a bien sûr ce quatrième accord Toltec de ne pas prendre les choses personnellement, qui est très compliqué à... Super compliqué. mais ça permet ça, je crois, l'honnêteté radicale, dans un milieu où on fait que des masques, on fait des tentatives d'être gentil et de l'autre côté on parle. Et c'est bien malgré nous, sans qu'on soit des êtres terribles. C'est genre, c'est de là, on vient de là et du copier-coller. Il y a quelque chose d'incroyable. Et dans la relation aussi, homme-femme, femme-homme, femme-femme, homme-homme. Dans la relation, quand on commence à parler avec l'honnêteté radicale, les 10 premières fois ça choque et c'est ultra violent. On fait « Mais pourquoi tu me dis ça comme ça? Mais pourquoi tu prends pas de pincettes ?» Bah, quand on prend pas de pincettes, on parle vrai. Et ce que j'ai pu expérimenter sur ça, c'est que ça a été vraiment très 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 violent, surtout en moi, de commencer à faire ça. Mais derrière, ça a nettoyé des relations qui n'avaient pas lieu d'être, et ça m'a permis d'être moins dans ma tête, plus clair en fait. Parce que tu dis ce qui se passe. Ok, tu me plais. Ok, ça me plaît. Ok, ça me plaît pas. Comment tu voudrais que je sois? Ça fait un tout petit peu parler, plus. Mais ça fait exprimer le besoin, ça fait exprimer le consentement, ça fait exprimer tellement de choses derrière que ça en est... C'est un outil atomique pour moi. Ouais, ça désamorce plein de problèmes en amont, en réalité. Mais quand tu parles d'honnêteté radicale, du coup, je me demande où est la nuance. Parce que ne pas prendre des pincettes, ok. Mais est-ce que parfois c'est pas bien, justement, de prendre des pincettes ou... En tout cas, de choisir les bons mots pour dire certaines choses. Je crois qu'on peut être bienveillant et honnête radicalement. C'est en effet choisir les bons mots, mais ne pas le dire. En fait, c'est surtout ça le plus important. Ne pas le dire. Et on passe notre temps à tourner autour du pot. Moi, le premier, dès que je peux, dans une situation où c'est touchy, je vois mes mécanismes et fais. Alors, je vais faire une métaphore. Et c'est automatique. Il y a des fois où je dois revenir en arrière. En fait, je vais pas faire de métaphore. Ce que tu m'as dit me plaît pas. Je me sens blessé. Et il faut que tu m'en dises plus. Parce que si c'est vraiment ce que tu penses, on n'a peut-être pas de futur ensemble du tout. Même pas de lendemain. Donc décortique, parce que là, je peux pas prendre. Et je crois que c'est un jeu d'ajustement. Justement, une personne bien, peut-être juste. C'est un jeu d'ajustement d'y aller. Je finis sur une métaphore justement. Je comprends rien à comment c'est possible que le curling soit devenu un sport olympique. Ça me dépasse. Je trouve ça hilarant. Des balais, des patins à glace, un truc qui glisse. La seule chose que je trouve intéressante sur le curling, c'est justement la philosophie qu'il y a derrière. Tu dois mettre une certaine force à 10, 15, 20 mètres de ton objectif pour être le plus juste possible en douceur. Et ça, je kiffe trop. Pour moi, il y a de la poésie. Ça devrait être des slow motion pour dormir la nuit à la télé. Tu vois, le palais qui glisse et qui arrive doucement sur la cible. Magnifique. Pas au JO. Et pas des équipes internationales. Mais pour moi, il y a une philosophie très drôle derrière le cœur. Très, très belle. Voilà, derrière le cœur. Ouais, cette idée de justesse, en fait. On y revient. Mettre la force nécessaire. Juste ce qui est nécessaire. Ouais. Douceur.
curling douceur. Mais t'as dit force quand même. Il y a un peu de force. La force, Ah, c'est la on revient puissance un petit peu. nécessaire. Ah, Bah, force, évidemment. puissance. Ah, on arrive à Il se faut les réconcilier un petit peu, Franck. Il faut les dames. Ouais. Comment, Bah. par exemple, dans vos sacs de nœuds, comment vous distinguez? Moi, je fais mes dénouages, mais on vient tous d'une histoire différente. Comment vous distinguez? On va même être large. Force, puissance, violence. Est-ce que c'est au même endroit? Est-ce que ça n'a rien à voir? Comment ils sont liés? Qu'est-ce qui est ok? Qu'est-ce qui est pas ok? Moi, j'ai mon histoire, mais j'aimerais bien voir vos couleurs de force, puissance, violence, qui sont souvent ralliés justement à l'homme avec du bon et du mauvais dans la projection, dans ce qu'ont fait les gens avant nous, qui sont propres aussi à la femme, mais sous d'autres formes. Pour moi, dans la violence, il y a forcément quelque chose de malveillant. Il y a une intention. En tout cas, il y a la possibilité de faire mal dans la violence. Ce n'est peut-être pas toujours une intention malveillante, dans le sens où on peut être violent sans nécessairement le vouloir consciemment. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui peut faire mal dans la violence. Dans la force, il y a une capacité à vraiment y aller. C'est-à-dire à faire le truc sérieusement en disant « Ok, je sais ce que je veux, là, je suis très déterminé, j'y vais sérieusement. Vraiment. Avec conviction. Que ce soit un coup de poing, que ce soit une phrase directe. » Dans la puissance, pour moi, il y a quelque chose d'un peu plus... Bon, je ne suis pas un dictionnaire, mais je te dis où j'en suis, comme tu disais, dans mon sac de nœuds. Et effectivement. Voilà. Donc je t'ai mis la violence de côté, mais force et puissance, il y a quelque chose d'assez similaire. Mais dans puissance, pour moi, il y a quelque chose de plus... je dirais pas passif, mais qui rayonne, tu vois. C'est la capacité à, sans nécessairement avoir besoin qu'elle soit appliquée. Pour moi, c'est plutôt ça. Et voilà, c'est après, qu'est-ce que tu en fais? Quelque chose de bien, quelque chose de mal. C'est comme la force, c'est pareil. Mais pour moi, c'est pas aujourd'hui, et ça l'a été avant. C'était des notions négatives, mais c'est pas le cas aujourd'hui. En tout cas, la force et la puissance ne sont pas aujourd'hui pour moi des notions négatives. Je pense que les gens devraient trouver leur force, devraient trouver leur puissance. Cette capacité à se tenir debout, à se tenir droit, à regarder les gens droit dans les yeux, à leur dire ce qu'on pense, à dire oui, à dire non, à dire je veux ça, je veux pas ça. Je pense que c'est fondamental. La violence, effectivement, c'est plus questionnable. Et c'est là où tu nous emmènes dans un endroit intéressant en questionnant ça. Tu vois, la violence, la brutalité. Effectivement. Est-ce que justement, l'homme vraiment sensible, s'il est connecté à cette sensibilité, est-ce qu'il peut être violent? En tout cas, est-ce qu'il va pas se faire du mal à lui-même aussi, en ressentant la destruction qu'il a apportée, bien sûr. Donc, il y a forcément une notion d'équilibre. Et c'est marrant parce qu'on tourne autour de ça depuis tout à l'heure. Là. J'ai l'impression que c'est une partie de ping-pong entre... c'est quoi la justesse, là, les gars? On a tous des contrastes différents, tu vois. J'ai amené un truc assez... Voilà, je vais poser mes couilles sur la table, montrer que je suis devenu un macho parce que je fais de la boxe et parce que je fais de la bagarre de temps en temps et j'aime bien. Et du coup, on est en train de nuancer ça. Et ça me plaît. C'est-à-dire, où est le juste milieu? C'est quoi le truc, là, vraiment? C'est quoi le motif caché? Voilà comment je te répondrai. Mais très bonne question, très difficile. Je te remercie pas pour ça. Yeah. Qu'est-ce que tu dirais, Pierre? Force, puissance, violence. Bah, la violence, c'est le fait de nuire physiquement, nuire verbalement, de nuire. Et ça va jusqu'à la mort, le fait de tuer quelqu'un ou de blesser. Il y a aussi, pour moi, la violence légitime. Ça peut exister. Quand on se fait agresser physiquement, se défendre, c'est ce qu'on appelle la défense légitime. Ou alors, les policiers, ils ont aussi... je dis pas que c'est tout le temps le cas, mais en tout cas, on a quand même... on est dans un monde où il y a la violence qui peut arriver, et du coup, il faut aussi avoir une certaine violence canalisée qui soit légitime. Donc moi, je dis pas que la violence est toujours mauvaise, dans tous les cas.
Maintenant, effectivement, pour définir les deux, enfin, entre ça et la force et la puissance, c'est que tu cherches à nuire concrètement. Ensuite, la différence entre la force et la puissance, je suis assez d'accord avec Mourad, elles sont assez liées. Peut-être pour moi, la vision que j'ai de la force c'est vraiment une résilience, la force physique, la force de pouvoir endurer les choses, de pouvoir porter des choses lourdes, de pouvoir avancer dans la vie. Et la puissance, c'est plus canalisé. Peut-être pour moi, force, c'est plus brute, c'est moins canalisé. Et la puissance, c'est d'arriver à être... prendre la place, à canaliser sa force pour créer quelque chose, pour avoir de l'assurance, être un leader, être quelqu'un qui incarne quelque chose de plus grand. Mais c'est souvent lié. Je pense que la différence, je sais pas s'il y a une... Ça serait que dans un cas, la force c'est plutôt brute, c'est plutôt... c'est moins subtil peut-être. Alors que la puissance, elle est plus subtile et plus grande. Ou peut englober plus de choses plutôt. Faut vraiment qu'on regarde l'étymologie du truc. Tu peux me passer mon téléphone, Alex, s'il te plaît? Juste là, ouais, je vais regarder ça. Parce que ça me travaille là. Entre force et puissance, du coup. Ouais, grave. Exactement. Est-ce que quelqu'un veut un verre d'eau? Servez-vous, les gars. Alors. Mais du coup, la question que j'ai envie de vous poser à tous les deux, question un petit peu personnelle, c'est comment vous avez fait, et on va se mettre d'accord sur ce que ça veut dire pour nous, hein, mais comment est-ce que vous connectez à cette force et à cette puissance? Comment est-ce que vous trouvez ce truc-là? Moi, personnellement, je trouve que faire du sport, ça aide. C'est tout bête. C'est simple à dire verbalement, mais faire des pompes, faire des squats, faire des abdos, faire de la course, bah, c'est curieux, mais ça te connecte à une force en toi, à une énergie en toi, à une puissance en toi. Et ce qui est aussi rigolo, c'est que le mouvement appelle au mouvement. En fait, il y a un conseil très contre-intuitif que j'ai compris au fur et à mesure de la vie, c'est quand tu es très fatigué, bah, fais des pompes. Ou va marcher, va courir. Alors, pas tout le temps quand on est tout le temps fatigué. Enfin, quand on est fatigué, à des moments, c'est bien de dormir, de se reposer. Mais quand on est régulièrement fatigué, mentalement, physiquement, c'est que notre corps n'a pas l'habitude de bouger, de marcher, de faire du sport. Et pour moi, si tu veux décupler ta force, c'est le sport, la musculation ou un autre sport. Ça augmente ta force. Parce que en fait, c'est comme tout dans la vie, tes muscles ils sont utilisés, ils sont réutilisés, donc ils se développent. Et le mouvement physique appelle, enfin, quand tu bouges avec de l'énergie, ça appelle à avoir plus d'énergie. Alors que quand tu restes figé, si tu restes sur ton lit allongé pendant 6 mois, ce qui peut arriver, imaginons que tu as une maladie qui fait que tu ne peux pas bouger pendant 6 mois, bah, pour sortir ensuite du lit, tu as beaucoup de muscles qui sont plus faibles et que tu as beaucoup moins de force. Ouais, donc ce que j'entends, c'est vraiment te reconnecter au corps. Mais ouais, mais pas que le corps. C'est le corps avec des efforts. Le corps avec des efforts qui font que progressivement, tu développes ta force, tu développes ton capital énergie. Ouais, moi j'entends la mise en mouvement pour passer d'un état de peut-être forme de faiblesse corporelle à l'entraîner, à la stimuler, à l'électriser et à boucher. J'entends cet endroit. Pour moi, fort, il peut marcher, on peut avoir un mental fort, on peut être émotionnellement très fort, on peut avoir un corps fort ou une sexualité forte. Ça peut pas être lié que au corps. C'est pas que au corps. Je dis qu'une façon. Une façon d'action. Une façon de. Ouais. Et une façon rapide. Exact. La question que je vous posais, c'est comment vous connectez à ce truc-là à l'intérieur de vous. Je dis pas dans l'absolu, il faut que passer par le sport. Mais non, t'as aussi la force mentale différente. Complètement. D'ailleurs, j'ai trouvé les étymologies. Êtes-vous prêts? Vas-y. Force, du bas latin fortia. Fortis, courageux, ferme, brave. Maintenant, puissance. Du latin potestas. Donc puissance, c'est pouvoir, domination, souveraineté.
Et je sais pas si ça nous aide beaucoup plus, mais Non, je suis hyper désolé. Redonne-moi sur fort, fortis. courageux, ferme, brave. Et puissance, du coup, c'est pouvoir, domination, souveraineté. Ouais, c'est hyper intéressant. À Ouais. quel point de deux mots qui peuvent danser ensemble, dans leur définition étymologique, on part quand même très loin. Il y en a un, j'ai l'impression, qui signifie finalement uniquement presque un symbole. Sois fort, sois brave, sois courageux. Euh, et c'est vrai que c'est comme si c'était une notion presque poétique. Ah, ce bois est fort. Et c'est très bizarre. Ce bois est solide. Euh, ou il est très fort. Ça peut être une légende, on n'en sait rien du tout. Il est très fort en maths, ça peut être un a priori. Mais puissant, domination, je sais plus, écrasement, Souveraineté. souveraineté. Ouais. Il y a quelque chose qui a été confirmé par plein de gens, c'est véridique, et c'est j'ai accès à beaucoup de puissance. Je te montre pas toute ma force, mais tu vois que j'ai un royaume puissant. Donc c'est... Pour moi, c'est ça le truc. C'est la puissance, c'est le roi. Et la force, c'est peut-être un peu plus le guerrier. Donc dans la puissance, il y a la notion de royaume. Il y a un bouquin très intéressant qui s'appelle, en anglais, c'est King, Warrior, Magician, Lover. Roi, guerrier, magicien et amant ou poète. Qui détermine, qui décrit en fait différents archétypes. Qui sont ceux qu'on vient de prononcer et que... justement, qui serait présente en chacun d'entre nous. Et très intéressant, du coup, comment est-ce que tu réconcilies, ça nous amène au sujet d'aujourd'hui, comment est-ce que tu réconcilies le roi et le guerrier avec l'amant / le poète, tu vois. Du coup, il y a un film que j'aime beaucoup, c'est Braveheart, très beau film. Et à la fin du film, il y a une phrase qui m'a marqué parce qu'il dit... Mel Gibson. Exactement. Et des haches. Et du sang. Et de la liberté. Et il y a une phrase à la fin, c'est vraiment à la fin du film où il dit on s'est battus comme des guerriers poètes. C'est presque un oxymore en fait. Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Je me suis toujours demandé ça. Pourtant, le film, je l'ai vu 4 ou 5 fois. Je me suis toujours demandé, mais qu'est-ce que ça veut dire, ce putain de guerrier poète là? Qu'est-ce qu'ils ont foutu? C'est dur pour moi de me connecter à ça. Ça me fait penser au cercle des poètes disparus et on pourrait dire la même phrase. À part que le guerrier, c'est qu'une forme métaphorique et qu'il n'y a pas eu besoin de hache et de bain de sang. Bien sûr. On vient tellement de ça que je pense que j'ai une aversion. Comment dire ça? On vient tellement de ça, et pour moi, c'est la dysfonctionnalité majeure de qui on est en tant qu'homo sapiens, que c'est pour moi insupportable de faire l'apologie de l'animalité dans sa brutalité, dans sa violence, même si c'était l'homme à l'époque. Je l'ai vu, je m'en souviens pas très bien, je pense avoir passé un moment, mais par exemple Braveheart ne pourra jamais être mon film préféré. C'est terrible, sauf si on dit film d'histoire, qu'on le réduit à 15 minutes, qu'on censure les trucs pour les enfants, qu'on leur explique ça c'est vrai, ça c'est pas vrai, qu'on est hyper précis. Mais sinon, si on lâche ça dans la nature, sur Netflix ou sur n'importe qui, c'est comme si en fait ça c'est ok. Et sous des prétextes de très belle poésie, très bon message derrière, on fait passer le fait que s'exprimer avec une hache est ok. C'est pas ok. On vient de là, on n'a pas à faire ça à l'avenir. Des gens encore aujourd'hui font ça, avec des haches, débarquent dans un village et coupent des têtes. C'est loin de nous, donc on trouve ça super stylé. Mais c'est très concret. On vient de là, du monde de la violence et du sang, et encore sur la planète, pas très très loin au niveau des kilomètres, il y a ça. On est méga protégé, privilégié, de pas essuyer nos vêtements de sang tous les jours. Donc des Américains qui font un film sur ça pour raconter ça, c'est délicat, mais j'entends complètement.
Est-ce que le fait qu'on soit très déconnecté de ça aujourd'hui, ça peut pas nous revenir à un moment donné Enfin, on verra, mais imaginons que le système économique s'effondre, eh bien, peut-être que là, on va revenir à des modes de vie de nos ancêtres et qu'on ne sera pas adapté. C'est sûr et certain, mais ça va pas être en regardant Braveheart que tu Non. vas défendre ta famille. Non, c'est plus en apprenant On est d'accord, à mais chasser, à faire un mange. Enfin, oui, ouais. oui, Mais le à propos faire est le du même. feu, etc. C'est pas en regardant le film que tu vas apprendre à défendre ta famille. Mais si tu apprends pas à te défendre, tu ne pourras pas défendre ta famille. Et c'est là où je veux en venir. Et on revient à cette notion de force et de puissance. L'idée, c'est pas de se déconnecter de cette force et de cette puissance. Au contraire, c'est de se connecter à elle et de pouvoir l'utiliser de manière productive. C'est-à-dire que parfois, cette force, elle ne sera pas utilisée de manière physique. Cette force, ça peut être la force de dire « voilà ce que je veux dans ma vie, voilà ce que je veux créer, voilà mon projet d'entreprise, par exemple, et j'y vais vraiment avec force. » Pour moi, c'est plus une énergie qu'autre chose. C'est parce que tu te connectes à ce truc-là. Et effectivement, on connaît le côté destructeur du guerrier. On vient de ça. Le guerrier, le conquérant, qui est une forme de sociopathe qui est complètement déconnecté du monde, de la nature, de ce qu'il est en train de faire. Mais il y a aussi le côté, on revient à nos mots, notre étymologie, la force, la puissance, mais qui peut être utilisée de manière saine, quelque part. C'est ça tout l'enjeu pour moi. Et je pense que c'est une grande erreur de renier complètement le guerrier. Pour moi, c'est la pire erreur qu'on puisse faire. Je suis complètement d'accord. Pour moi, il y a 1000 formes de guerrier. Et Un oui. des premiers bouquins qui a prêté un film, Le guerrier pacifique, pour moi, c'est une œuvre d'art. Dans le sens où ça prend quelqu'un qui est en plus dans sa performance sportive, qui se blesse pas que l'ego, qui se blesse le corps, qui remonte, et qui par la philosophie de quelqu'un qui pourrait justement être un mentor juste, malgré toute sa folie, lui emmène vers un chemin qui fait qu'il se renouvelle. En ça, lui, son maître, et l'idée proposée derrière, c'est qu'est-ce que ce serait un guerrier pacifique ? Qu'est-ce que ce serait quelqu'un qui, même s'il a accès au fusil à pompe et à la hache, se bat pour ses idées, défend sa famille, défend ses valeurs, et il n'a pas touché à ces choses-là, parce qu'il a accès à d'autres outillages, et qu'il n'a pas besoin de passer par la case armement. Même au niveau des mots, je pense qu'on peut vraiment penser le monde en outils ou en armes. Et ça peut être la même chose, ça peut être un couteau. Mais comment tu l'utilises ? Donc, c'est dur pour moi de mettre l'idée de la force dans cette image, mais en tout cas, si j'ai une grosse voiture, elle a 100 chevaux de puissance. Ça ne veut pas dire que je vais utiliser en permanence ces 100 chevaux, mais j'ai accès à ça. Exactement. Et du coup, c'est hyper intéressant, dans le mot justesse, de l'utiliser à bon escient. Si jamais je dois aller chercher du pain et que je suis à 500 mètres, déjà, pourquoi je prends cette voiture ? Mais si je la prends, est-ce que je vais y aller à toute barre, utiliser mes 100 chevaux ? Est-ce que c'est nécessaire ? Et sûrement défoncer la boulangerie sans faire exprès. et deux petites filles en chemin. Et je rebondis à quelque chose là-dessus, c'est que quand tu apprends à savoir te battre, curieusement, on va moins te chercher des ennuis. Parce que, en fait, moi je n'estime pas être à ce niveau-là, mais des gens qui ont atteint ce niveau, notre prof de boxe par exemple, il raconte que lorsque tu te balades et qu'il y a quelqu'un qui cherche à avoir un affrontement, à t'agresser, et qui perçoit en toi que tu n'as pas peur, et que tu es ancré, que tu es en place, bah en fait, il va douter avant de t'agresser, alors que quelqu'un qui veut agresser, il va plutôt viser quelqu'un qui émet des signaux au niveau de son corps, sa posture, son regard, des signaux que cette personne est faible et qui pourra du coup lui la nuire plus facilement. Donc, et ça, pourquoi je dis ça, c'est ça rejoint l'idée que quelque part, quand tu as le choix, de savoir apprendre à se défendre ou à être fort, ça te donne un choix. Ça te donne un choix entre te battre et être pacifique. C'est un vrai choix. Et de pouvoir canaliser ce choix, choisir vraiment qu'est-ce que tu fais de ta liberté.
Et en fait, tu peux pas. C'est une autre phrase une autre façon de le dire, ce serait est-ce que tu es quelqu'un de pacifique ou est-ce que tu es juste un lâche qui sait pas se défendre? Et pour vraiment choisir le pacifisme, il faut avoir un choix et avoir l'option se défendre et se battre. Complètement d'accord. Ouais. Voilà. Et pour moi, en fait, en revenant à cette notion de roi, de guerrier, euh, le guerrier seul, c'est-à-dire sans le roi, sans celui qui donne la direction, donc ça peut être des valeurs, un code de valeurs, une morale, euh, peut être hors de contrôle. La version sombre du guerrier, c'est justement celui qui détruit tout. Donc pour moi, les deux, en fait, doivent être liés. Et c'est le fameux code d'honneur du samouraï. Pour moi, c'est vraiment ça, l'acceptation. C'est celui qui défend, en fait. Celui qui a la force de défendre, celui qui a la force de faire. Il est capable de. Mais il a aussi le code de valeur qui lui permet d'utiliser ça à bon escient. Il est connecté à ces deux trucs-là. Il ne l'a pas renié. Parce que là, s'il le renie... Et c'est ça qui me questionne aujourd'hui, c'est que je trouve qu'on... Il y a une partie où... cet homme sauvage qu'on a tous à l'intérieur de nous, est-ce qu'on le remet pas, est-ce qu'on le renie pas trop? C'est la question que je me pose. Et quelle est la conséquence de trop le renier, de le renier tout court? Il faut que tu définisses ce que tu appelles ton homme sauvage. Oui. Il va être différent de mon image de l'homme sauvage et peut-être de celle de Pierre. Mon homme sauvage, il est justement dans son animalité. Et je pense que j'essaie d'être connecté à lui le plus loin possible de toute relation. C'est un rapport avec moi, le besoin de vivre mon animalité. Il n'y a rien de plus égoïste et égocentrique et tout ce qu'on veut individualiste qu'un animal. Il n'est que là pour deux choses, vivre, survivre, vivre, survivre. Il ne pense qu'à ça. C'est le monstre absolu de l'égoïsme. On ne peut pas imaginer la générosité. Même une maman singe avec ses singes, la générosité, elle est surtout dans le territoire du mammifère, de la protection, de je t'ai donné la vie, je veux te maintenir en vie. Mais on est plus que ça. Et dans une relation, se connecter à son homme sauvage, c'est une demi-heure de discussion, de consentement, de est-ce qu'en face c'est ok, vraiment ok, et qu'est-ce que ça veut dire? Pas un consentement éclairé et décrypté et déroulé. Puis, qu'est-ce que c'est une femme sauvage? Ou qu'est-ce que c'est un autre homme sauvage? Et de tout redérouler, décrypter, consentir ou pas. Juste pour au moins savoir à quoi on a accès, de quoi on parle. Parce qu'on est tous très différents. Et la chose qui est la plus violente et la plus brutale, c'est la projection. Ah, il est comme nous. Ouais, elle est comme nous. Ça va passer. Ouais, mais ça, c'est... C'est la violence. Parce qu'il n'y a pas de demande, il n'y a pas de consentement, il n'y a pas d'attention à l'autre, il n'y a pas d'empathie, il n'y a aucun territoire de connexion à l'autre. C'est moi qui applique mes petites règles à quelqu'un d'autre et je ne vais pas lui demander, c'est évident. Donc mon homme sauvage, j'ai l'impression que je dois le dealer avec moi-même et je peux m'exprimer, je peux partir dans la forêt tout nu, grimper, taper un arbre, taper la terre, crier ou faire des câlins à une fougère. Et je le fais parfois, vraiment, parce que j'ai besoin de connecter à ça. Dans la relation, c'est vraiment délicat, faut y aller parce que c'est de la kryptonite, c'est atomique, c'est vraiment très fragile. Y aller tout doucement, c'est pas ok de base. Et si on en parle suffisamment, on peut reconnecter à ça. On n'est pas pour rien des homo sapiens sapiens. On sait qu'on sait, on a conscience. La sauvage, le sauvage, n'est pas dans le territoire de la conscience. On est dans le territoire du pur bas instinct corporel. Bas n'étant pas sale, étant noble, mais qui ne fait pas appel ni au cœur ni à ce qu'on est, cette extraordinaire chose à qui on donne trop de gouvernance. On est ça aussi, quoi.
Comment tu définirais l'homme sauvage, Pierre? Du coup, je vous ai pas donné ma définition, mais c'est intéressant que ça ait pris cette direction. C'est quoi ton homme sauvage? Franchement, j'ai pas d'avis là pour l'instant. Tu veux peut-être donner la tienne d'abord? Yes, Si je peux me permettre. bien sûr. Attrape un mic. Yeah. Avec plaisir, Alex. Oui, bonjour Alex, j'étais là depuis le côté. Si je puis me permettre, un des trucs là qui me revient en tête, alors depuis que je vous entends parler, donc il y a deux choses qui me viennent en tête par rapport. Alors déjà par rapport à la discussion que vous avez eue sur le pacifisme, etc., sur le fait de pas forcément utiliser des outils. Pour moi, l'adage qui me vient en tête, c'est espère pour le mieux, prépare-toi pour le pire. Et je pense effectivement que c'est une phrase qui exemplifie bien vos points de vue là-dessus. Et pour l'homme sauvage, alors, aussi paradoxalement que ça puisse paraître, pour moi, la définition moderne de l'homme sauvage, en fait, c'est quelqu'un qui utilise des outils modernes ou des outils auxquels il a accès, mais pas forcément de manière réfléchie ou pas forcément de manière appropriée. Un exemple comme ça serait c'est très fréquent par exemple aux US quand on entend parler de fusillade ou de choses comme ça, mais pas forcément. Mais ça, j'ai déjà vu des exemples de personnes qui juste ont un accrochage sur la route, etc. Et ça a à la limite fini en fusillade. Des mecs qui sont tirés dessus à cause de ça. Et ça pour moi, il y a une espèce de côté sauvage qui effectivement va un petit peu, va un petit peu dans cet esprit de complètement renoncer à tout ce qu'on avait appris de civilisé, etc. Et de juste partir directement pour l'option Unga Bunga et à la force pam pam boum quoi. C'est juste que les outils ont changé depuis. Maintenant on parle de pistolet, d'armes à feu, etc. au lieu de massue. Voilà, je retourne mon coin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est super intéressant. Il y a un mot qui m'a marqué. Tu as parlé de quelque chose de réfléchi. L'homme sauvage n'est pas réfléchi. Et effectivement, je suis en boucle depuis le début, mais je reviens à cette notion d'animalité. Pour moi, c'est l'homme sauvage, c'est celui qui justement est connecté à son animalité. Pas dans le sens où cette animalité est ce qui le dirige uniquement, parce que ça fait partie de lui, mais il y a d'autres éléments. Mais c'est une partie de lui. Il ne l'a pas renié, il ne l'a pas planqué dans son souterrain, et il est capable d'appeler cette énergie. Pour moi, c'est de l'énergie. Voilà, c'est un puits d'eau quand c'est nécessaire. Que ce soit dans son travail, que ce soit dans une conversation difficile, que ce soit quand c'est absolument nécessaire pour se défendre ou défendre les siens. C'est une énergie, c'est un puits, tout simplement. Et du coup, Franck, tu nous as amené sur les relations, et j'ai envie de vous demander, vous, c'est quoi vos expériences comment les femmes ont perçu le côté gentil, le côté nice guy. Moi, pendant très longtemps, j'étais justement très gentil, et j'ai remarqué que il y a quelque chose chez les femmes qui détestent ce truc-là. Il y a quelque chose où justement ça les irrite au plus haut point, et ça m'a pris beaucoup de temps à comprendre pourquoi. Aujourd'hui, je pense que je comprends un petit peu pourquoi. Parce que justement, peut-être que chez les femmes, il y a quelque chose qui n'aime pas la lâcheté, voilà, qui sent le mensonge et qui déteste ça. Comment est-ce que vous avez vécu ce truc-là ? Alors déjà, quand tu dis homme gentil, il faut un peu se préciser. C'est pas gentil. La gentillesse en Oui. tant que telle n'est pas mauvaise pour les femmes. C'est l'excès de gentillesse et surtout l'absence de justesse, l'absence de virilité, l'absence de clarté, l'absence de honnêteté, d'intégrité. C'est surtout ça. Quand tu es gentil par exemple, je donne un exemple, tu vois, tu es gentil avec une femme, tu es généreux parce que, en gros, tu n'oses pas vraiment lui dire qu'elle t'attire et que tu as envie de sortir avec elle et qu'elle te dit quelque chose et toi tu dis toujours oui à ce qu'elle dit et tu es toujours d'accord. Ça, c'est pour moi ce qu'elle déteste. C'est pas, je pense pas que les femmes, elles détestent la générosité. Enfin, ça dépend des femmes aussi. On dit les femmes, ça dépend vraiment des femmes. Il y a des femmes, je pense, qui sont plus attirées par des hommes, entre guillemets des bad boys, qui sont pas très généreux, et des femmes qui sont plus attirées par des hommes généreux, gentils, prévoyants, prévenants. Donc il y a un peu de tout, mais effectivement, c'est l'absence d'intégrité, de virilité qui est dommageable. Et en fait, ce que je pense avoir réfléchi, en ayant réfléchi là-dessus, en ayant vu des théories là-dessus, je crois que vraiment dans leur intimité, non, même pas dans leur intimité, dans leur gène, ou en tout cas dans leur corps, vraiment enfoui dans leur inconscient,
quand un homme est faible, ou alors n'est pas honnête, n'est pas intègre, ou alors elles arrivent à lui faire exactement tout ce qu'elles veulent avec, et qu'il ne va jamais appliquer de résistance, il n'est pas capable de dire non, il n'est pas capable de s'affirmer, il n'a pas une mission dans sa vie qui est plus grande qu'elle, etc. Quelque part, elle ne le respecte pas parce que, vraiment, inconsciemment, les femmes sont plus connectées à la nature que les hommes, de par le fait qu'elles ont leurs règles, de par le fait qu'elles donnent la vie, etc. Et du coup, dans la nature, pas en 2022, mais dans la nature, comme il y a 10 000 ans, nos ancêtres, on vivait dans des endroits très dangereux. Et du coup, une femme a besoin de sentir qu'un homme est capable à être plus fort que la nature quelque part. Ou en tout cas, arrive à être, pas forcément être plus fort, mais au moins à s'adapter et à être solide dans cette nature fluctuante, changeante, chaotique, difficile. Parfois, pas tout le temps, mais parfois chaotique, difficile, dangereuse. Et quand elles sentent que quelque part, il s'affaisse trop, l'homme, il n'est pas assez affirmé, il n'est pas assez puissant, et ben, elles perdent le respect, elles perdent l'attirance, elles perdent l'estime, et elles vont typiquement le dénigrer ou le critiquer, et pour qu'il se réveille en fait. C'est comme ça que moi je l'ai vécu, moi. Ouais, bah justement, ça me fait penser à ma première relation où c'était une relation qui a duré 2 ans et demi, où j'ai été très amoureux. Quand cette relation s'est terminée, j'ai beaucoup réfléchi et je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai pas eu de dispute avec mon ex. Jamais. Une seule fois. Et je me suis rendu compte que c'était un problème. Dans la relation, je pensais que c'était ok, que justement, ça voulait dire qu'on gérait, qu'il n'y avait pas de problème, que tout roulait. Mais après, avec les rancœurs qui perduraient, etc., je me suis rendu compte qu'en fait, il y a beaucoup de choses que je n'osais pas dire. Et quand ça, comme tu le disais, Pierre, j'étais pas intègre. C'est pas tant le fait de ne pas avoir de dispute, c'est de ne pas t'avoir peut-être affirmé. En tout cas, avoir pris le risque d'entrer dans une confrontation, d'entrer dans un désaccord qui pourrait être désagréable pour les deux parties. Il y avait chez moi ce truc en mode j'ose pas y aller parce que j'osais pas. C'était une forme de lâcheté quelque part. Et en ça, de surface, je pouvais paraître gentil, sympathique, etc. En tout cas, dans l'absence de conflit, mais dans le fond, c'était pas honnête. Dans le fond, il y avait un problème. Et je pense que, avec le recul, c'est une des choses qui a fait que ça devait se terminer. Il n'y avait pas chez moi suffisamment j'étais pas suffisamment ancré pour assumer réellement de dire ce que je pensais, ce que je voulais, d'affirmer mes désaccords. Et donc ouais, c'est intéressant aussi ce que tu dis dans le sens... je suis désolé, hein, mais moi je suis sur l'homme sauvage depuis tout à l'heure. Hein, voilà. J'ai dit qu'un seul truc dans le podcast. J'ai dit l'homme sauvage, l'animalité, la bagarre, et les haches et le sang. J'assume complètement d'avoir le mauvais rôle aujourd'hui, pas de souci. Ça fait partie de moi. Je vous présente mon ombre. Mais j'en reviens à l'homme sauvage aussi. Pour moi, c'est ce que tu disais, la capacité à la nature. Est-ce que je peux me débrouiller dans la nature? Est-ce que je peux protéger? Est-ce que je peux... est-ce que tu es compétent? Est-ce que tu as un problème? Exactement. Tu peux te débrouiller, t'es solide, c'est ça. T'es en place, quoi. Et là, on est dans un truc qui n'est pas du tout politiquement correct. Mais moi, je l'ai ressenti, ce truc-là. En tout cas, beaucoup de femmes me l'ont fait ressentir, qu'elles cherchaient à ressentir cette force, le côté « je me sens en sécurité oui. ». Le côté cet homme dit non. Ça, c'est attirant, quelqu'un qui dit non, pas quelqu'un qui dit oui à tout. J'ai beaucoup ressenti ce truc-là. Moi aussi, et je trouve que plus tu arrives à t'affirmer, plus quand tu es généreux ou quand tu es gentil, parce qu'eux est doux, elles l'apprécient complètement. Tout à fait. Au contraire, elles sont honorées, elles sont très dans la gratitude. C'est ça le paradoxe. Justement. C'est que quand tu es dans la gentillesse excessive, tu es en fait dans une forme de mensonge. Donc du coup, on n'apprécie pas cette douceur que tu peux avoir par ailleurs et cette gentillesse quand elle est sincère. Mais au contraire, c'est parce que tu es capable de dire non à certains moments, non étant le symbole pour non, je ne suis pas d'accord, ou non, là, ça va trop loin, dans n'importe quelle relation. Non, ça va trop loin, ou non, ça, c'est ma limite. Là, on apprécie beaucoup plus les moments où on dit oui, les moments où on est sincère. Pour moi, c'est vraiment cette idée de... Et j'en reviens à ça, qu'est-ce que c'est qu'être un homme? Moi, mon père, il m'a toujours dit sois un homme, mais j'ai jamais su ce que ça voulait dire.
Je sais toujours pas exactement ce que ça veut dire, mais je vous dirais aujourd'hui que pour moi, être un homme, c'est... Et peut-être que les femmes se reconnaîtront là-dedans aussi. C'est pas du tout lié au fait d'être un homme, mais en tout cas, c'est ce que moi je pense aujourd'hui, c'est dire la vérité. Ça en fait partie. Voilà. C'est un des trucs que je mettrais dans la définition. Dire la vérité, incarner sa vérité. Pour moi, c'est ça. Et quand tu es dans la lâcheté et dans la gentillesse excessive, tu es dans le mensonge. Toi, je reprends 2 phrases. Un homme gentil n'a pas de limites claires et se mettra en 4 juste pour avoir l'air sympa. Un homme bien a des limites claires et par conséquent gagne le respect des gens qui l'entourent. Et une autre phrase, c'est un homme gentil fera des grandes promesses qu'il ne tiendra pas, alors qu'un homme bien ne fera que les promesses qu'il sait qu'il peut tenir. Et je pense que c'est ça que les femmes cherchent, c'est un homme congruent. Entre ce qu'il dit, ce qu'il fait, est-ce qu'il est congruent, et du coup, elles font confiance à ça. Et quand tu présentes, par exemple, une façade et que derrière, c'est du pipeau, elles détestent ça aussi. Je suis hyper désolé parce que pour moi, c'est heurtant de léger à très, 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 très profond. Rentre dedans. Tous les êtres humains. Non, pas tous. Il n'y a pas de changement homme-femme. On est à des milliards de kilomètres même de ça. Tous les êtres aiment la congruence. Tous les êtres aiment être enveloppés, sécurisés et enveloppant, sécurisant. C'est extrêmement essentiel. La problématique majeure de la relation, quand on regarde que son nombril et son petit sexe en disant comment je vais rentrer dans l'autre ou comment il va rentrer là, c'est de se regarder le nombril. On est empathiquement exactement les mêmes personnes avec des outillages différents à disposition. C'est très simple. Il n'y a pas de mentalité de la femme, il n'y a pas de mentalité de l'homme. On a tous besoin d'honnêteté radicale si on peut. On a tous besoin d'être fort. On a tous besoin de se connecter à son esprit animal, à son sauvage. Il y a plein de distinctions du mot sauvage, je pense. Et on n'est pas venu dans... Qu'est-ce que ça veut dire en fait dans sa polarité ? Ça peut faire comprendre un mot. Parce que, en face de sauvage, des fois c'est domestique. Et en effet, le trop gentil, le canard, que ce soit homme ou femme, ça n'a aucune importance. C'est le domestique. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Et ok, je t'ai acheté un bijou, et je t'ai acheté ça. Et c'est insupportable pour tout être, homme ou femme, de quelqu'un qui va au-delà de j'ai même pas encore su si j'ai faim ou pas, j'ai déjà 3 plats, je sais pas encore où je vais partir en vacances, j'ai 3 billets, qui m'inonde avant même que j'ai envie. C'est insupportable. Oui, c'est même si on pourrait être en amour incroyable avec cette personne, on a envie qu'elle soit plus dans notre champ vital. Elle nous prend toute l'air, elle nous prend même nos rêves et on n'a même plus le temps de rêver. C'est une domination brutale par la trop gentillesse. C'est terrible. Parce qu'en plus, tu vas devoir rompre ou t'éloigner de quelqu'un qui, a priori, fait des actes super généreux. Mais j'en ai rien à foutre. Je veux pas que tu te préoccupes de mon estomac, mes vacances, mon ça. Détends-toi. On en parle et on... Bref, il y a toujours 10 000 stratégies. Donc, l'opposé de l'homme sauvage peut être l'homme domestique. Oui, en effet, et on a pu tous passer par là quand on cherche à se positionner sur la gentillesse en particulier ou la générosité. Mais de l'autre côté de l'homme sauvage, il y a aussi l'homme conscient. Et c'est une toute autre dimension. Et je crois que le mot justesse qu'on abordait tout à l'heure, il va vers la conscience. La conscience de qu'est-ce qui se passe en moi, qu'est-ce qui se passe chez l'autre, qu'est-ce qui se passe dans le monde. Et c'est une balance étrange, la justesse, parce que si on considère que ces 3 sphères, c'est une balance sur 3 axes. C'est hyper délicat. À chaque fois qu'on aimait quelque chose et qu'on est en relation, ça va influer quelque chose. Et une relation plus une autre va vite devenir le monde, ou son monde, ou sa communauté de 12 ou 120 personnes. Ça va très très vite, on est hyper acteur de ça. Dès qu'on fait quelque chose, pour soi, ça influe. Pour l'autre, ça influe dans tout. Je crois que tout est dans toutes les directions. Et donc, si on met en opposition l'homme sauvage à l'homme conscient, déjà on n'a plus besoin du domestique, on n'est plus dans le trop gentil ou dans le trop plein de choses, et on a accès à beaucoup plus d'infos. Déjà, on distingue plus. C'est un sujet de moindre importance si on a des testicules ou des ovaires entre les pattes. Parce que quand on prend un peu conscience qu'on est tous à égalité,
qu'il y ait un, l'autre, les deux, qu'on change, n'a plus d'importance. Par contre, en face de nous, on a une personne honnête, avec qui on a envie de passer du temps, ou malhonnête, ou qui nous achète par sa gentillesse, ou qui nous irrite par sa présence, ou qui est trop sauvage pour être en lien avec nous, parce qu'on se dit ça peut péter à n'importe quel moment. Une personne. Et du coup, on peut se positionner, on peut être juste, on peut, je crois, justement, je reboucle, On aime les boucles. on peut être en gratitude immense face à cette sensibilité. Bien sûr. Nos sens, quand on est un peu plus conscient, ça nous aligne, ça nous met en adéquation avec ce qu'on ressent partout. Et du coup, on sait une personne avec qui on va pouvoir passer 10 minutes, 10 ans, un siècle, peu importe le type de relation, on sait que là, c'est OK. Je suis en pleine confiance. Je peux la prendre dans les bras, cette personne, ou je peux me lancer qu'elle me prenne dans les bras. Je me ferai toujours attraper. J'ai confiance en elle, je peux créer, je peux tisser un réseau, je peux me bâtir un monde. Parce que j'ai accès à d'autres choses. Et je peux être sauvage en sa présence. Et je peux être conscient. Et je peux être toute une palette de choses. Tout ce que je suis. Tout ce que je suis dans le sens, oui, tout ce que nous sommes. Ouais. Et je crois qu'en plus, dans les relations extraordinaires, quelles qu'elles soient, dans l'amitié, dont j'ai l'impression que ce qu'on fait aussi ici, en amoureuse ou plein de types de relations dont je n'ai pas les mots, il y a quelque chose de l'ordre de l'accompagnement. Le fait que quand un de vous parle et que les deux autres écoutent, ou quand je parle et que vous m'écoutez, c'est un accompagnement à l'accouchement, littéralement, à chaque fois, d'une forme d'expression. Parce qu'on est attentif, donc on attire vers nous une information, et ensuite on essaie de la sortir, pousse, et on arrive à notre idée. C'est extraordinaire. Donc toute relation auquel l'homme conscient a accès pour se mettre bien, on apprend et on enseigne en permanence. Je trouve ça extraordinaire. J'ai plein de choses sur lesquelles rebondir. Là, tu m'as donné beaucoup de substance pour travailler. Exactement, c'est magnifique. Tu as commencé en disant que c'était pas du tout un truc d'homme ou un truc de femme. Enfin, c'est tout le monde, en gros. Je suis d'accord et je suis pas d'accord. Je vais dire pourquoi. Effectivement, on dit trop bon, trop con ou trop bonne, trop conne. On pourrait dire les deux. Donc effectivement, des gens trop gentils, qu'ils soient hommes ou femmes, on vivent ce que c'est que de se faire utiliser, marcher dessus, etc., etc. Ça, je pense que tout le monde sera d'accord avec ça. Par contre, j'ai jamais entendu un homme dire... ça doit exister, mais j'ai jamais entendu dire un homme dire je ne suis pas attiré par cette femme parce que je ne me sens pas en sécurité avec elle. Par contre, j'ai beaucoup entendu l'inverse. C'est mon expérience. J'ai entendu beaucoup de femmes me dire non, ce mec, il dit oui à tout et je me sentirai pas en sécurité avec lui. Ça, je l'ai beaucoup entendu, de la bouche de femmes. C'est mon expérience. Je ne fais pas une généralisation, mais je partage ce que j'ai vécu. L'inverse, non. Donc c'est pour ça que je fais quand même une petite différence. Je pense ici qu'il y a des différences propres au masculin et au féminin. Encore une fois, tu disais, on peut avoir les deux, on a les deux. Je partage cette idée, je suis d'accord avec cette théorie. Donc c'est pas une histoire d'homme ou de femme, mais disons qu'une femme féminine, ou en tout cas que le féminin, je pense, il y a ce truc-là dans le féminin, dans l'énergie féminine, à aimer, se sentir protégé, enveloppé, etc. Qu'elle soit chez un homme ou chez une femme. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Et l'autre chose, c'était très intéressant quand tu parlais de l'homme conscient et l'homme sauvage. Pour moi, l'homme conscient, justement, il n'est pas opposé. Il n'est pas opposé à l'homme sauvage. L'homme conscient, c'est celui qui a réuni toutes ses parts, dont l'homme sauvage, dont l'animal, est une petite partie. Mais tu as mentionné à plusieurs reprises le corps, le cœur, le cerveau, etc. Et pour moi, c'est tout ça. L'homme conscient, c'est celui qui a tout réuni, il a tout réconcilié, il a tout intégré, il a fait son puzzle, ou en tout cas une grande partie. Et du coup, il est conscient, comme tu le disais très bien, de ce qui se passe dans son corps. Ok, telle partie veut ça, telle partie veut ça, telle partie dit ça. Et il est capable de prendre une décision honnête et ancrée. Moi, je vous ai pas dit tout à l'heure... Il y a un truc qui me permet justement... c'est quelque chose que je suis à peine en train d'explorer, mais je sais que j'ai un long chemin à commencer dessus, c'est la méditation. En fait, le fait de méditer,
me permet de reconnecter tous les câbles. Et de dire, ok, là, c'était trop l'homme sauvage qui parlait, il a fait de la merde, le cœur, là, il n'est pas d'accord, la tête n'est pas d'accord. Et le fait de prendre ce moment pour moi, ça me permet justement de... Et je trouve que c'est très bien symbolisé par le yin et le yang. C'est ni tout blanc ni tout noir, c'est les deux. Et les deux fonctionnent ensemble. Voilà. C'est ça pour moi. C'est là où je me réconcilie avec toutes ces parts parfois contradictoires. Oui, pour rebondir, je suis d'accord que le besoin d'honnêteté, il est universel. On aime bien quand l'homme et les femmes, ils aiment bien quand les personnes sont cohérentes en face, c'est sûr. Bien sûr. Quand on peut leur faire confiance. Je pense qu'un homme pourrait dire d'une femme, je me sens pas en sécurité sur... ça peut arriver qu'un homme pourrait dire à une femme, je me sens pas en sécurité si elle ment, si Oui. je sens que je peux pas lui faire confiance. Maintenant, moi aussi, je te rejoins, j'ai plus entendu cette phrase-là de la part des femmes vis-à-vis des hommes. Après, il y a de tout pour faire un monde et il y a toujours des femmes, enfin il y a de tout. Il y a des gens qui sont hommes, femmes, des gens entre les deux, des gens qui sont ni l'un ni l'autre. Puis aussi, j'aime bien l'idée, comme tu disais, qu'on a du masculin et du féminin en nous et qu'un homme peut avoir du féminin et du masculin et vice-versa. Il y a quand même, enfin voilà, pour moi, je définis rapidement ce que c'est le masculin et le féminin. Pour moi, le féminin nourrit, le masculin peut aller entraîner la mort, quelque part. Plutôt le féminin donne la vie, le masculin peut donner la mort. Le féminin nourrit, le masculin, il nourrit mais différemment. Il te dit, bouge-toi, vas-y, avance. Alors que le féminin enveloppe. Pour moi, le féminin, il ressent et elle s'adapte au monde, alors que le masculin, j'ai une vision, je la propose, je l'impose, voire dans le monde. Et en fait, le masculin cherche la liberté et totale et vise l'authenticité totale, alors que le féminin, c'est plus comment je me conforme au monde et comment je peux nourrir les autres. Et le lien, c'est aussi le lien, c'est aussi l'échange. Il y a vraiment, et je pense qu'on a les deux. Il faut pas rentrer dans le piège de les hommes sont toujours comme ça, les femmes sont toujours comme ça. Il y a des femmes très masculines, ou en tout cas qui ont beaucoup de qualités masculines intérieurement, et des hommes très féminins dans leur qualité. Voilà, après, c'est un échange, c'est un équilibre. Mais après, ça dépend d'où tu pars. Moi, j'ai plutôt un vécu d'homme avec beaucoup de qualités féminines étant plus jeune, et au fur et à mesure, je suis devenu l'homme conscient dont tu parles. Et effectivement, je te rejoins. Un homme conscient, il n'est pas juste domestique. Il a intégré sa part masculine et féminine. Et pareil, une femme peut être très masculine dans ses qualités, pas au niveau de l'apparence, mais au niveau de ses qualités internes, et devenir plus féminin avec le temps. Tu vois, tu vois, en vous écoutant, je me dis que ça aurait été super en fait d'avoir 3 meufs, 3 femmes avec nous pour écouter leur point de vue, parce que je suis sûr qu'elles auraient eu beaucoup de choses à dire. Peut-être on pourra le refaire. Mais ouais, avec plaisir. Mais ce que tu disais aussi, Pierre, c'est que, en tout cas, en t'écoutant, moi, je sais que j'ai une essence très féminine en réalité. Qui je suis à l'intérieur, c'est très féminin. C'est cette grande sensibilité, ce côté ultra empathique. Voilà. Après, je suis pas sûr des définitions. On pourrait être en accord ou en désaccord, peu importe. Mais je sens ce truc-là. Et effectivement, je pense que j'ai suivi le même chemin, c'est-à-dire de partir de ça, d'apprendre à accepter ça, pas le renier. Peut-être qu'il y a une partie où je cherchais à renier ce truc-là. Je pense qu'il y a un moment où je m'intéressais par exemple énormément au stoïcisme. C'est-à-dire, voilà, c'est plutôt masculin comme philosophie en réalité. Si je prends à peu près les définitions que tu as données, en tout cas les attributs du masculin que tu donnes. Encore une fois, on peut être en accord ou en désaccord, mais je vais partir sur le fait que je suis assez d'accord. Je me suis rendu compte que ça me faisait énormément de mal, le stoïcisme. C'était une philosophie qui n'était pas du tout adaptée à moi, parce que l'intention que j'avais derrière, c'était renier mes ressentis. C'était extrêmement violent pour moi, de dire, il faut pas, tu ressens trop. Donc, discipline-toi, bordel de merde, fais ce que tu as à faire, sois un homme. Donc dans le côté débile du guerrier qui se déconnecte de qui il est.
Donc là, on est pas dans... toi, soit ce qu'on veut. Exactement, ce qu'on veut que tu sois. Donc tu dois être le grand bonhomme viril qui montre pas trop d'émotions et qui est capable d'aller de A à B assez... Enfin, le soldat en gros, qui y va sans réfléchir et sans ressentir. Mais c'était super violent pour moi. Et je pense que je me suis fait beaucoup de mal, justement, en allant vers ça. En refusant cette sensibilité qui m'était propre, ce côté féminin qui est très fort chez moi, cette intériorité qui est très développée, c'est-à-dire tout ce que je ressens, la vie intérieure de moi. Et du coup, il y a un moment où j'ai compris qu'en fait, non, bordel de merde, je suis comme ça, je suis super sensible, et c'est super. Je suis hyper sensible, et c'est génial, je ressens des trucs. Des fois, j'ai envie de pleurer, des fois, je suis triste, quelqu'un partage quelque chose, ça m'affecte, et c'est super. J'ai pas envie de renier ce truc-là, j'ai pas envie de dire ça fait pas partie de moi ou je suis moins masculin ou viril parce que je suis comme ça. Non, au contraire. Et le paradoxe total, c'est que depuis que j'ai accepté ce truc-là, et que je ne suis plus en tout cas en insécurité par rapport à qui je suis vraiment, je suis plus en train d'essayer de jouer un rôle, que je jouais pas bien de toute manière, les femmes me renvoient l'image de quelqu'un de beaucoup plus viril en réalité. C'est ça le paradoxe. C'est parce que probablement En je fait, suis plus cohérent. t'es plus dans le personnage, t'es Exact. plus en train d'afficher des gros muscles en mode ah, t'as vu, je suis un mode viril. T'es juste toi-même. Ah Et oui. les femmes, mais pas que les femmes, je pense aussi les hommes, mais en tout cas nous, on est, ayant connu des relations hétérosexuelles, Mhm. les femmes du coup sont les miroirs de qui on est. Et effectivement, j'ai remarqué ça aussi. En tout cas, la relation est le miroir de Oui. qui nous sommes. Dans notre cas, Bien sûr. c'était les femmes, mais Ouais. si on était des femmes, ce serait différent. Voilà, c'est intéressant. Hein. Et puis il y a un truc très juste, c'est que plus... J'ai l'impression qu'en fait aussi, dans la vie, on attire des relations, en tout cas moi, ce que j'ai vécu, des relations amoureuses, quand on tombe amoureux, où on attire à nous des personnes qui nous sont le miroir de là où nous en sommes et nous pointent là où on a besoin de grandir, Mhm. et c'est aussi des choses qu'on ne veut pas voir. Et que au fur et à mesure, plus moi j'ai pu passer ces relations et passer de relation en relation, plus j'ai pu grandir et voir des choses et devenir une version plus complète de moi-même. Mais ce n'est pas obligatoire. Il y a des personnes qui attirent toujours le même type de relation et ils ont malheureusement ou heureusement, je sais pas, mais ils n'ont pas vraiment ce recul de ok, qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre là-dedans, Mhm. qu'est-ce que l'autre me renvoie régulièrement. Mais c'est intéressant comment l'autre nous fait grandir. Après, ça, je pense que ça dépend vachement de qui est l'autre. Alex, s'il te plaît. Merci. Ça dépend de qui est l'autre. J'ai l'impression que le territoire relationnel, a fortiori amoureux, il y a comme une quête. C'est pas mes mots, je l'ai lu, mais je commence à me les Merci, approprier et ça me parle. Yes. On cherche sa sœur ou la voisine d'en face. Mhm. Cherche sa sœur là maintenant. Dans le sens où, en permanence, on va chercher des similarités fusionnelles, magnifiques, symétriques, parfaites. C'est ta sœur, en fait. Moi, je dirais C'est ta sœur. Je dirais ta mère aussi, dans certains cas. C'est ta sœur, ta mère, ta fille. T'es déjà dans un inceste max. Mais on a besoin de ça, on est aussi constitué de ça. On reconnaît quelqu'un de notre culture qui, avec un mot ou avec une saveur, va dire « Ah, j'adore la harissa. Ah, moi aussi. Ah, dès qu'il y a quelqu'un qui touche de la darbouka, ça me rend ouf, ça me fait tout chose. Ah, moi aussi. » On va aller décortiquer, chercher des micro-choses. Oh là là, l'odeur de la bouillabaisse. Ah, mais grave. On va aller chercher des choses de « Oh, c'est peut-être ma soeur ou ma mère ou ma fille. » Là, c'est la similarité. Ce clone terrible, on se dit, s'il est aussi bien que moi, et c'est nécessaire aussi à l'ego, à 2 mois, on va être super. Hmm. Et de l'autre côté, on a besoin, on sait qu'on va s'ennuyer si on tourne en boucle en soi et avec le même soi-même. Donc on a besoin de la diversité absolue. La polarité. Voisine, voilà, la voisine de l'autre rive. Elle est peut-être... elle est peut-être métisse, croisée avec des pays que tu connais même pas, et puis elle a vécu en Allemagne, elle a vécu au Japon, et elle va amener toute l'altérité. Et on peut être hyper attiré par ça.
Et on me fait, ah, tu fais comme ça, génial, bah moi je t'apprendrai à faire ça, tu m'apprendras à faire ça, et c'est hyper nécessaire. Ce qui est hyper délicat, parce qu'on touche rarement quand même le cas de notre sœur, ou la voisine d'en face qui a à peser, c'est la danse dans les gens avec qui on est en relation, j'ai l'impression, c'est d'équilibrer ça. Est-ce qu'on c'est une tendance au clonage et on veut continuer la lignée des choses bien et des choses pas bien, ou est-ce que c'est le métissage? Ma lignée, je la reconnais pas, elle est dégueulasse. Il faut absolument que j'amène une altérité pour qu'on fasse mieux qu'avant. Et de son côté aussi. Ou est-ce qu'il y a un endroit où je crois que l'amour réussit à presque annuler tout ça, quand dans la danse, on ressent vraiment les opposés s'attirent et qui se ressemblent s'assemblent. Je trouve que c'est vraiment deux phrases qui marchent à 100% pour l'amour. Et qui pendant longtemps, complètement on est d'accord. en rupture en mode mais ils sont opposés. Les contrastes s'attirent et ce qui se ressemble s'assemble. Et en fait, elles dansent très bien ensemble. Et pour moi, à partir du moment... Je fais les choses à l'inverse du coup. À partir du moment où ces choses dansent ensemble concernant quelqu'un, je me dis ah, on est peut-être sur un territoire amoureux. Au lieu de venir dans l'autre sens, à essayer d'expliquer mon sentiment amoureux, pour moi, il est issu de ça. Il est issu de ces mécanismes où, ouais, je reconnais que quand on a le même humour, et j'ai vraiment ma sœur là, et de l'autre côté, elle a vraiment une culture différente, familiale. Elle vient d'une autre région de France. Elle a d'autres. Elle n'a pas été en vacances. Elle a voyagé. Elle a des endroits complètement différents des miens. On va s'apprendre plein de choses. Donc voilà. Comment vous dansez avec ces deux principes? La danse, c'est. Attraction, répulsion et danse de ça. Tu vois, la danse, c'est vraiment le bon mot. Parce que par exemple, j'ai commencé la salsa cette année. Et dans les danses de couple, qu'elles soient latines ou non, il y a une personne qui guide et il y a une personne qui suit. En fait, on ne peut pas danser en couple si deux personnes essaient de guider ou deux personnes essaient de suivre. Il y a nécessairement cette polarité. D'ailleurs, aujourd'hui, et ceux qui sont intéressés par ça, je vous conseille d'écouter le podcast, l'épisode numéro 1, où on parle de ça, justement, avec deux profs de danse de couple. Aujourd'hui, un homme peut suivre, une femme peut guider, c'est pas du tout un problème. Au contraire, il y a des femmes qui guident très bien et des hommes qui suivent très bien. Mais l'idée, c'est qu'on doit avoir cette polarité. Si cette polarité n'est pas existante, donc une personne qui guide, une personne qui suit, la danse ne peut pas avoir lieu. Donc forcément, c'est fascinant de se dire qu'en réalité, on est attiré par des gens qui... oui, on va chercher des choses qui nous ressemblent, mais en même temps, on va chercher des énergies qui sont un petit peu inverses. Parce que c'est ça, c'est le plus et le moins, c'est ça qui crée le magnétisme. Mais du coup, quid? La question c'est, moi, qu'est-ce que je suis du coup? C'est quoi mon énergie à moi? C'est quoi mon inverse, la polarité qui fonctionnerait bien? Et du coup, c'est la question qu'on peut tous se poser aussi. Et ce que je vois personnellement, c'est qu'en fait, en tant que mec quand même assez sensible, avec un côté féminin prononcé, comme je le disais tout à l'heure, j'ai besoin en réalité d'avoir en face de moi une femme qui a quand même un truc, une forte personnalité, ouais, un petit peu de... Voilà. Un masculin. Ouais, prononcé. exactement. Et c'est pour ça que c'est important de bien se connaître. Ouais. Il y a un truc qui est revenu souvent, je fais une mini-parenthèse, même si c'est en lien avec tout ce qu'on dit. Yes. Et je me suis posé la question, et là je pense que c'est ça. Je pense que le plus important, c'est jamais s'arrêter de se poser des questions. À partir du moment où on a une réponse, on se met en danger maximum d'évoluer, parce qu'on nourrit le statique. Je pense que éventuellement de temps en temps c'est bien, et c'est nécessaire d'avoir des réponses, mais qu'elles soient le plus ponctuelles possible, et surtout pas établies. C'est un poison dans la relation, c'est un poison en nous, c'est un poison pour la vie en fait. Il y a un processus de mortalité accélérée à partir du moment où on dit ça, c'est comme ça, et qu'on ne le réinterroge pas. Donc ce qu'on fait sur ces positions, c'est très important. Remettre de la vie à des notions mortes. Oui, il y a 5 ans, je me suis dit, je suis ça, check. C'est terrible. Donc ouais. Voilà, je voulais juste... Ouais, je suis complètement d'accord. Mais c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait dans cette conversation, justement. Déjà, en essayant de développer
d'exprimer, de mettre des mots sur l'état actuel de la pensée, de notre pensée. Et ensuite en s'aidant aussi à évoluer, en remettant en question certaines choses aussi parfois. C'est important. Mais en même temps, tu vois, pour avoir encore un petit peu de contradiction, je trouve que c'est important à certains endroits d'avoir des certitudes. Parce que avec la capacité saine de les remettre en question, mais je pense que c'est important d'avoir des racines. Voilà, l'arbre a besoin d'être enraciné quelque part pour pour pouvoir survivre à la tempête, pour pouvoir, tu vois. Donc encore une fois, on revient à cette notion de justesse. Où est l'équilibre entre les deux? Bah, si tu parles des racines de l'arbre et des certitudes, même si c'est un territoire où il peut y avoir aussi des réinterrogations, voire encore plus rarement des nouvelles informations qui révolutionnent la vie de ton passé, c'est la seule chose qui peut ressembler à une certitude, c'est tout ce qui est avant ce moment de maintenant. Parce que pour arriver là, il y a eu des étapes. Oui. De nos mamans qui ont crié pendant je sais pas combien d'heures avant qu'on naisse à ça. Et ça, c'est des certitudes. Si on est là, ici, maintenant, tout ça, c'est arrivé. Il n'y a pas de demi-mesure. Maintenant, il y a mille manières de le raconter. Donc, il peut y avoir plein de nuances. Mais par contre, dans les faits, dans les infos, c'est pas une fake news. C'est triplement vérifié. On est né, il y a une suite d'événements, on est là maintenant. Tout le reste, on ne peut pas trop savoir. On ne peut même pas mettre un degré de certitude de qu'est-ce qu'on est en train de vivre comme expérience. Parce qu'il y a trop de futur presque dans le présent. Et il n'y a rien sur le futur. Tu en parlais d'ailleurs à un moment donné. Rien de plus mensonger qu'une statistique ou qu'une estimation ou que ça, et de le présenter comme une forme de réalité ou une forme mathématique de la réalité et une signature en tant que menteur suprême en bas du papier, quoi. Ouais, du coup, la citation que j'avais... alors, je sais plus qui a dit ça, faut que je retrouve, mais c'était, il y a 3 types de mensonges, les très gros mensonges et les statistiques. Ouais, pour la référence. Ouais, qui je suis, qui nous sommes, c'est quelque chose qui évolue tout le temps. C'est difficile à dire, mais je pense que dans le moment présent, on est capable de dire, voilà, aujourd'hui, c'est ça que je suis, voilà qui je suis. Et pour moi, cet épisode, c'est aussi de dire, voilà, aujourd'hui, on est là. Aujourd'hui, on est à cet endroit. Mais peut-être que dans le prochain épisode, on sera encore ailleurs. Mark Twain a fait la citation. Mark Twain, super. Merci beaucoup, Alex. Tu voulais dire quelque chose, Pierre? C'est intéressant de voir comment on se qualifie soi-même. Oui. Et aussi, ça peut être intéressant des fois de pas se penser comme juste un être humain, mais se penser peut-être comme un pays, ou se penser comme je sais pas moi, un véhicule, ou comme se penser comme un animal. Un business. Un business, ou tu vois. Pour moi, l'improvisation théâtrale m'a aidé à incarner des personnages très variés. Et tu vois, quand tu poses, par exemple, une question précise que j'aime bien poser aux gens, c'est si tu pouvais être un animal, par exemple, tu serais quel animal, pourquoi? Ça amène une lecture intéressante. D'ailleurs, je vous la pose comme ça. Si tu pouvais être un animal, vous seriez quel animal et pourquoi? Moi, j'ai exploré sous différentes formes amusantes ou moins drôles les animaux symboliques, on va dire. Et un des animaux symboliques qui me fascine, est venu dans ce voyage rêve et revient par plein de manières, auquel je me sens très proche, c'est une orque femelle. Parce que... orque, donc la baleine. La baleine tueur de requins. La baleine tueuse. Ou alors le grand dauphin noir et blanc. En tout cas, c'est le prédateur suprême dans la mer. Et pour autant... c'est dans ma vision des choses et comme je le ressens, et encore plus si ce serait une femelle, c'est le mammifère absolu. Il a une mémoire autant ou plus que l'éléphant, il a une sensibilité hors du commun, il est clanique, il est monogame, il a plus que monogame un seul amour dans sa vie, il va pas se remettre en couple création, il peut faire l'amour,
mais il va se rééchapper. Il va pas pouvoir recréer une deuxième tribu s'il perd sa compagne ou ses enfants ou tout ça. Et il y a quelque chose pour moi de l'ordre du super mammifère qui blague pas. Il est naturel. Il pourra tuer sans aucun problème si c'est pas conforme au lien clanique et à ce qu'il doit être. Et je sais que c'est et ma part, c'est bizarre que c'est pour ça aussi, c'est et ma part de lumière et ma part d'ombre qui sont vraiment là-dedans. Oui. D'ailleurs, il a les deux couleurs. Il a les couleurs deux. du yin et du yang. Il y a quelque chose de... je sais pas, j'aurais aucun problème à passer du temps et qu'il me mange ou que je sois son meilleur pote et que je sois sur son dos à le chevaucher. Je pourrais être moi, il pourrait être lui. Il y a vraiment quelque chose de... Je me reconnais là-dedans comme s'il me reconnaissait aussi. C'est très... très subtil. Et aussi, là, clairement dans la part d'ombre, la part qui fait peur. La part qui fait que même s'il t'arrivera rien, on n'approche pas pour rien une orque femelle. Soit tu es un orque mâle, soit tu fais partie de la famille, soit tu veux mourir. Le truc peut te gober, quoi. Soit tu veux faire un câlin, mais t'es un peu starbé, il faut vraiment être sûr de toi, que tu sois hyper aligné, il faut pas que t'éternues, tu vois. Et donc, il y a un truc de... Pour moi, c'est pour ça que c'est une force tranquille. Parce qu'on le fait pas chier d'emblée. C'est la Kaira absolue, et pourtant, c'est aussi une peluche hyper douce, Ouais. remplie d'amour. C'est Parce deux. qu'on cherche pas. Mais tu vois, je te rejoins vraiment, mais pour moi, il y a la force, la tranquillité, mais il y a aussi la force. Il y a cette capacité, Il y a l'accès à la force à n'importe quel Il y a moment, cet une grande accès. puissance. exactement. Bien sûr. Il y a un accès direct. Et je rebondis sur l'idée de la peur. Tu m'as fait penser au fait que, là, en t'écoutant, je me suis rendu compte qu'en fait, moi, un des trucs qui m'a beaucoup aidé sur mon chemin, justement, devenir l'homme que j'ai toujours voulu être, c'était quoi ? C'était aussi, déjà, reconnaître qui je suis, j'en parlais tout à l'heure, et qui je ne suis pas. Et ensuite, aller dans la direction de mes peurs. C'est-à-dire tous les trucs qui me font peur. Comment est-ce que je sors de cette zone de confort constamment, sans aller trop loin, dans le sens où je vais trop me faire violence et du coup je vais me cramer, mais flirter vraiment, voilà, vivre à la lisière de mes peurs, c'est ça la formule que j'aime bien. C'est-à-dire toujours être à la limite. Qu'est-ce qui me fait peur ? C'est une question que je me pose très souvent. Qu'est-ce qui me fait peur ? Ah, ça me fait un peu peur. Là, je ressens un petit peu le frisson. Ok, on va aller chercher ça. Et là, j'ai trouvé quelque chose de magique, parce que c'est là que je trouve vraiment de l'évolution, me sentir grandir, me sentir vivant. Parce que je suis un petit peu connecté, on revient à l'homme sauvage qui risque sa vie quasiment tous les jours pour trouver à bouffer, etc. Il est connecté à ce truc de je me sens vivant parce que je suis un petit peu en danger. Voilà, constamment. C'est l'apprentissage, j'y reviens, Ouais. il sait chasser le tigre. C'est Avant, ça. je faisais les tortues, j'en ai... Tigre. Team tigre, pas juste cueillir des oranges, Voilà. les deux. Et ouais, ça m'a fait penser à ça. Et je crois que c'est la décision la plus importante que j'ai prise et que je continue de prendre à chaque fois, c'est de dire je vais prendre la direction de mes peurs. Yeah. Et justement, la direction de mes peurs, c'est aussi très souvent la direction des choses qui m'intéressent de ouf. Bah parce que ton moteur, c'est l'envie, donc tu peux aller en direction de la peur. Tout à fait. Et c'est ok. Le moteur, c'est l'envie, exactement. C'est super important de le préciser parce que c'est pas uniquement de la peur. C'est pas la peur de j'ai peur de perdre quelqu'un que j'aime et je peux vraiment rien y faire. Non, il y a quelque chose de lumineux et il y a comme un chemin, il y a un voyage à faire. Mais derrière, il y a un aimant qui est vraiment puissant. J'avais jamais pensé à l'autre partie, c'est pour ça que je la nomme. Et je pense que là, pour le coup, on se retrouve aussi tous les trois. Avant de pouvoir être connecté à avoir comme moteur par l'envie et d'aller affronter nos peurs puis un apprentissage plus autre, je pense que pratiquement partout, mais en plus là où il y a des forces de jeu peut-être dans nos relations, moi en tout cas, vous allez me dire pour vous, quand mon moteur c'était la peur d'aller voir cette jeune fille dont j'avais envie, mon objectif c'était d'avoir envie et d'être bien avec cette personne, et mon moteur c'était la peur. Qu'est-ce que je dois dire ? Comment je dois être ? Je vais pas aller l'aborder, je suis nul. Et en fait, tant que mon moteur c'était la peur, la relation n'existait pas. Et si par le fait du hasard, il y a un départ de relation, je pars mal. Mon moteur c'est la peur. J'ai aucune chance de répondre à mes envies puisque c'est ça. Grâce à ton exemple.
Mais en vrai, oui. Si on est vraiment moteur de l'envie et qu'on va vers ses peurs, c'est la voie magique d'apprentissage, de sortir de la zone de confort, d'obtenir ce dont on a envie, d'être envie de plein de choses hors normes qu'on nous a pas appris, qui n'a pas été fait par nos pères et ni par leurs grands-pères. Donc c'est du défrichage en pleine jungle. Complètement. Ouais, je rejoins l'idée que derrière nos peurs, il y a beaucoup de sources d'apprentissage. Quand on arrive à traverser la peur, quand on arrive à traverser, on va au-delà de nos zones de confort, on peut grandir. C'est toi, Franck, ou toi, Mourad, je sais plus, qui disait la phrase tu sais, nos peurs sont comme des dragons. Une phrase de Rilke qu'on pourrait retrouver la vraie phrase. Redis-nous ça, c'est magnifique. À les faire dériver toujours un peu à droite ou à gauche. Ma mémoire organique. La phrase, c'est issu d'un livre qui s'appelle Lettre à un jeune poète, qui est un livre extraordinaire, et d'une poésie sans fin, en fait, humaine, profondément sincère. Et la phrase, et peut-être que Mourad viendra me la perturber pour la remettre bien. Déjà, elle est traduite, elle est meilleure en anglais. Et ensuite, c'est peut-être que les dragons de nos peurs n'attendent que d'être sauvés comme des princesses qui nous attendent de nous voir agir par amour, en fait. Et à partir du moment où on connecte à ça, où toutes les choses qui nous font le plus peur au monde, on fait juste un petit switch de vision et on se dit que c'est peut-être des princesses dans ce déguisement, c'est hors norme le nombre de possibilités, en fait. Notre partie généreuse. On attend jusqu'à ce qu'on les traverse, qu'on aille au-delà, qu'on se limite pas, quoi. Et d'aller voir à l'intérieur. Tout ce qu'on veut pas voir, notre partie généreuse, elle a envie de se retourner, de faire c'est parti, je prends plein de cordes, je ramène plein de bons becs et je vais aller sauver mes dragons princesses. Et on va en faire des alliés. Et là, tu chevauches, t'es Mother of Dragon, t'as 3 dragons avec toi et t'es bien. Et c'est genre, c'est aïe, aïe, aïe. La phrase exacte, c'était tous les dragons de notre vie sont peut-être des princesses qui attendent de nous voir beaux et courageux. C'est magnifique. Voilà, la vraie phrase. Bang, bang. J'aime bien la version Franck. Ouais. Je lui ai rajouté des... Customisée, elle était pas mal aussi. J'ai kiffé. Non, ouais, je pense qu'elle est intéressante à avoir en poster, en t-shirt, derrière le fond d'écran. Et c'est tellement un problème majeur et anxiogène. Ah non, mais je vais pas faire ça, j'ai peur. Qu'il faut le dire tous les jours à toutes les personnes à qui on veut de bien, en fait. Leur rappeler. Hey! Complètement. Eh ben, les gars, je ferais pas mieux comme conclusion. Ça me va très bien de finir sur ça. Une question. Comment est-ce qu'on peut vous contacter ? Est-ce que vous êtes disponible sur les réseaux sociaux ou autres ? Pour ceux qui ont trouvé cette conversation intéressante. Alors moi, oui, bien sûr. Magic Humans, M-A-G-I-C, espace Humans, H-U-M-A-N-S. Vous pouvez me retrouver sur YouTube, sur LinkedIn, sur TikTok, et bientôt aussi sur Instagram et aussi sur Facebook. Parle-nous un petit peu de ce que tu fais avec en fait, ce projet. Très simplement, c'est un projet c'est un organisme de formation. Et l'idée, c'est comment nous, en tant qu'êtres humains, nous pouvons vivre une vie plus magique, avoir une vie plus fluide, plus simple, plus chouette, plus inspirante, plus ressourçante. Et on explore à travers des conversations avec des humains magiques, des gens qui ont des choses à dire, à travers des vidéos, des défis, des lives, enfin plein de choses pour explorer comment dans notre vie concrètement on peut rendre notre vie plus magique. Et là en ce moment je travaille plutôt 3 axes, c'est la prise de parole, le charisme, trouver le job de ses rêves et puis comment manager intelligemment l'humain. Mais j'ai aussi d'autres choses sur le développement personnel au sens large. Voilà. Super, mais je vais mettre le lien sur la vidéo et en description. Avec plaisir. À toi Franck. Je crois que tu nous as ramené un petit cadeau. Ouais, moi je fais plein de choses et... Je confirme. Et ces derniers voilà temps, j'ai travaillé sur ça qui vient de sortir, qui est disponible sur notre site et sur quelques autres endroits. C'est donc Chaos Fertile. Whoop. Donc c'est un jeu outil. Donc c'est pas une arme, mais
mais bien sûr qu'on pourrait en faire des choses terribles aussi. Mais c'est un jeu-outil pour apprendre, par exemple, la chance gratuite, pour développer des projets avec un collectif, en fait. On s'est dit que dans ce monde qui est en train de s'accélérer vers du chaos plutôt stérile, il fallait proposer un outil, une méthodologie qui a 2 axes. Soigner le projet, comment traverser, comment vite sortir du mental vers le concret et voir si on y va ou pas, si ça nous plaît dans le goût. Et comment vite savoir si les gens autour de nous, ça nous va en fait. Donc vraiment la matière et le sujet et l'objet, quoi. Est-ce que tu vas être bien avec ton équipe et est-ce que tu vas être bien dans ce projet? Ça permet de traverser en 2 heures. Donc c'est un jeu de société un peu spécial qui peut faire que ça se transforme en réel projet. C'est super, mais en tout cas on a un petit peu testé hier avec Pierre et c'est incroyable. Je tiens à dire que c'est super bien pensé et c'est vraiment énorme. Le fait rien de voir les cartes que vous avez travaillées à l'intérieur, c'est waouh. Donc je recommande, pareil, on va mettre un petit lien. Les gars, je vous remercie. J'ai apprécié cette conversation. J'ai apprécié nos désaccords. J'ai apprécié les 35 degrés. J'ai apprécié la transpiration. J'ai apprécié la lutte entre nous, de trouver le moment juste, le mot juste, la bonne définition. Là, t'as raison. Là, je suis pas du tout d'accord avec toi, mec. C'est le genre de conversation que j'apprécie. Savoir quand réagir, quand se taire. Exact. Et ouais. Et au final, je pense qu'il y a pas mal de choses intéressantes qui sont sorties. Donc merci encore, j'espère que ça vous a plu. Et on remet ça très bientôt. Avec merci plaisir. Merci Mourad, merci Pierre. Merci Franck, merci Mourad. Et merci Alex. Et merci Alex, qui nous a permis de rester en vie et qui a géré la partie technique. Merci beaucoup. Super.